Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Technique de l'ingénieur. Il a pour sujet le doctorat en sciences de l'ingénieur. Ce webinaire fait partie de la semaine des étudiants, organisée par Technique de l'ingénieur. Il s'agit là d'une série de webinaires répartis sur toute la semaine, alors n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser. Notre invitée aujourd'hui est Christine Prel, directrice de l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur de l'Université de technologie de Compiègne. Bienvenue, Christine Prel. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Vous trouvez ça dans votre menu GoToWebinar. Et Madame Prel y répondra à la fin de sa présentation. Pour information, ce webinaire, comme tous nos autres webinaires, est enregistré. Il sera disponible en replay très bientôt. Vous recevrez un mail qui vous préviendra dès que le replay sera en ligne. Et à présent, juste avant que je ne vous laisse avec Madame Prel, je vous propose de prendre part à un petit sondage que je vais lancer tout de suite. C'est pour mieux vous connaître. Voilà. Et vous pouvez maintenant participer. Ah, je vois que vous votez avec enthousiasme. Très bien, on en est presque au 100% de vote. J'attends encore un peu avant de vous partager les résultats de ce sondage. Très bien, je vois qu'on a atteint un plateau. Je vais vous partager les résultats du sondage. Hop. Très bien, donc on a une grande majorité d'étudiants dans le public. Nous avons 49% d'étudiants et 11% de professionnels qui participent à ce webinaire. Bienvenue à tout le monde et je vous laisse maintenant avec Madame Prel. Christine Prel, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Ah, je perds à chaque fois. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a annoncé, je vais vous parler du doctorat et notamment ce qui peut intéresser des élèves ingénieurs ou même des masters dans le domaine sciences pour l'ingénieur à faire un doctorat. Et donc, toutes les bonnes questions à se poser, toutes les questions que vous posez, toutes les certitudes que vous avez qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, voilà, j'ai prévu de vous redéfinir ce qu'est un doctorat, parce que on se fait une idée des fois du doctorat qui n'est pas forcément la bonne. Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on peut souhaiter faire un doctorat? Ensuite, les modalités de réalisation du doctorat, comment ça se passe? Quelles sont les différentes activités qu'on va faire lors d'un doctorat? Et puis ensuite, des questions plus pratiques sur comment on fait pour chercher un sujet de doctorat, comment on fait pour chercher un directeur de thèse, et puis comment savoir si on est vraiment fait pour faire un doctorat et comment on peut s'y préparer. Parce que donc moi je suis là pour vous dire que c'est très intéressant de faire un doctorat, mais tout le monde n'est pas fait pour faire un doctorat. On ne veut pas des docteurs non plus, on ne veut pas que tout le monde soit docteur. Donc voilà, c'est intéressant de savoir si on est vraiment fait pour ça. Et donc, au fur et à mesure de ce webinaire, là, je vais aussi essayer de déconstruire quelques idées reçues qu'on entend souvent de la part des étudiants. Et donc, j'en ai disséminé quelques-unes là au fur et à mesure de la présentation. Donc, la première idée reçue à laquelle je voudrais répondre, en tout cas vous donner des informations pour essayer de déconstruire ces idées, c'est donc on entend souvent dire les étudiants, j'hésite à faire un doctorat parce que je ne veux pas prolonger mes études de 3 ans. Vous avez déjà passé beaucoup de temps dans vos études et puis vous avez envie d'aller vers le monde professionnel, ce qui est normal. Donc, première information, effectivement, quand on est doctorant, on a le statut d'étudiant. Donc, on prolonge vraiment ses études. Mais finalement, dans ce que je vous expliquais juste après, le doctorat, c'est finalement une première expérience professionnelle, une réelle expérience professionnelle de recherche, pour laquelle le doctorant est financé, notamment dans le domaine des sciences pour l'ingénieur, c'est le cas pratiquement à 100%, et souvent financé par un contrat de travail, donc c'est une expérience professionnelle comme une autre, et ceci pendant 3 ans. Et pendant sa thèse, le doctorant, je vais en parler plus tard, il n'est pas tout seul, il va faire partie d'une équipe de recherche avec des chercheurs aguerris, il va contribuer avec ses travaux à l'activité de son laboratoire et aussi parfois à celle de son entreprise s'il fait une thèse en partenariat avec une entreprise.
Donc, effectivement, quand on est doctorant, on prolonge ses études, mais pas uniquement, c'est aussi une expérience professionnelle. Donc, première partie de l'exposé, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un doctorat? Donc là, pour vous donner ces informations, je suis repartie de la définition qui est donnée dans l'arrêté relative au doctorat, l'arrêté du 25 mai 2016. Donc la formation doctorale, c'est une formation à et par la recherche. Donc c'est ce qu'on disait, c'est vraiment une expérience professionnelle de recherche et qui va conduire à la production de connaissances nouvelles. Donc ça, c'est vraiment propre aux travaux de recherche. Donc il y a les connaissances nouvelles, elles proviennent d'un travail de recherche personnel du doctorant. Mais quand on est doctorant, on ne fait pas que ce travail de recherche. On a aussi des formations complémentaires qui vont être validées par l'école doctorale à laquelle est inscrit le doctorant. Et ces connaissances, ces formations complémentaires, elles vont porter sur des connaissances scientifiques, économiques, sociales, technologiques, culturelles. Donc c'est très vaste en fait. Donc vous avez votre propre travail de recherche et des formations à côté pour vous préparer aussi à votre futur travail en tant que docteur. Donc, à la fin, vous obtenez le diplôme national de doctorat et ça vous donne donc à ce titre le grade et le titre de docteur, qui est le grade le plus élevé de l'enseignement supérieur français. Donc, je vous donne aussi quelques statistiques. Donc là, c'est des chiffres de 2019. Ça a un petit peu évolué, mais pas énormément. Donc, toute discipline confondue, en 2019, il y avait à peu près 70 000 doctorants en France, dont 16 000 qui démarraient en première année de doctorat. Donc, je vous ai dit que c'était 3 ans, le doctorat. On a diplômé à peu près 14 000 docteurs et dans cette population, il y avait 47% de femmes. Si on regarde maintenant, si on fait un focus sur les sciences pour l'ingénieur, qui est le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, il y avait à peu près 7000 doctorants, dont 1700 en première année. On en a diplômé aussi à peu près 1700. Et on a par contre seulement 30% de femmes. On essaye d'augmenter ce pourcentage, voilà, mais on sait que dans les sciences pour l'ingénieur, il y a quand même moins de femmes jusqu'à présent. Voilà, on espère que ce pourcentage augmente. Deuxième idée reçue, on entend souvent dire que j'hésite à faire un doctorat parce que j'ai peur d'être hyper spécialisée et que ça réduise mon employabilité. À ceci, je vous réponds qu'effectivement, quand on fait un doctorat, on va traiter un sujet de recherche qui va être très pointu, on va se focaliser, on va creuser un domaine dont on va vraiment devenir expert ou spécialiste. Ça, c'est vrai, hein, c'est l'objectif du doctorat. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait. En plus de ces connaissances très spécialisées, on va apprendre une méthode justement pour arriver à ces connaissances, pour arriver à creuser un sujet. On va apprendre des méthodes et des approches de travail qui sont relatives à la recherche, qu'on va pouvoir transposer à d'autres problèmes, à d'autres sujets, dans un autre contexte. Donc, on applique ces méthodes-là au sujet de la thèse qui peut être très pointu, mais c'est des approches qu'on va pouvoir retranscrire ailleurs. Et puis, vous allez acquérir aussi, comme je vais vous en parler juste après, de nombreuses compétences transversales que vous pourrez ensuite mobiliser dans beaucoup d'autres situations professionnelles. Donc, c'est vrai que vous allez vous spécialiser sur une question particulière, votre question de recherche, mais il ne faut pas rester cantonné à ces idées-là. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi d'inculquer aux doctorants. C'est après, pour savoir se vendre, il faut vendre notre spécialité sur la question de recherche, mais il faut aussi montrer tout ce que vous avez appris en méthode, en approche et en compétences transversales. Donc justement, souvent, quand on se dirige vers le doctorat, c'est qu'on a le goût d'aller creuser un sujet, d'aller approfondir un domaine, et donc on souhaite faire un doctorat pour acquérir une expertise scientifique et technique. Donc savoir résoudre des problèmes complexes, être créatif, proposer des solutions innovantes, c'est vraiment ce qui caractérise la recherche. Et puis, quand on fait un doctorat, on fait notre propre travail, mais on regarde aussi ce qui se fait ailleurs pour pouvoir positionner nos travaux, pour pouvoir avancer aussi dans nos travaux. On n'est pas tout seul, il y a toute une communauté dans notre domaine, et donc on fait aussi un travail prospectif et on a une réflexion analytique
pour pouvoir faire la synthèse de tous ces travaux et pouvoir avancer dans nos travaux. Donc, il y a une partie de veille scientifique et technologique et aussi la partie recherche, analyse critique et synthèse. Donc ça, c'est les compétences pour lesquelles, en général, on est intéressé à faire un doctorat. Mais quand on fait ces travaux, c'est très bien, mais il faut savoir aussi les communiquer. Ça, c'est aussi une grande partie du travail. Donc, c'est très bien de faire des travaux très performants, très innovants, très intéressants. Une grande partie du travail, c'est aussi de savoir les communiquer, les expliquer à votre communauté pour que eux aussi puissent s'inspirer et savoir ce que vous faites. Donc ça va être fait au travers de rapports, de présentations orales dans des conférences. Mais aussi, vous avez à l'expliquer à toute la société en général qui finance une partie des travaux de recherche. Donc, il y a beaucoup de vulgarisation aussi à faire pour expliquer les avancées scientifiques à tout le monde, en fait, même ceux qui ne sont pas forcément scientifiques. Et puis, comme beaucoup de communication se fait en langue anglaise, et ben, vous allez aussi acquérir des compétences en anglais ou d'en voir dans d'autres langues. Vous allez aussi acquérir des compétences en gestion de projet. Donc, quand on fait un doctorat, on a 3 ans. Donc, quand on démarre le doctorat, on se dit, oh là là, j'ai 3 ans, c'est énorme. Et puis, au fur et à mesure, si on n'est pas bien organisé, ben, on se rend compte que le temps passe très, très vite. Donc, on a beaucoup, notamment le premier projet qu'on a à gérer, c'est le projet de thèse. Donc, il faut réussir à planifier le travail, à planifier en collaboration avec d'autres aussi, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Vous apprenez aussi à gérer des ressources humaines et financières. Donc, on n'a pas tous les moyens qu'on veut. On a des moyens pour faire des travaux de recherche, mais voilà, il faut gérer ces moyens financiers. Et puis, vous allez aussi, comme vous collaborez, vous allez pouvoir encadrer aussi des étudiants qui sont en stage de master, par exemple, pour vous aider dans vos travaux de recherche. Donc, ça, c'est aussi un début de gestion de ressources humaines. Et donc, vous allez aussi améliorer vos capacités à travailler en équipe. Parce que, contrairement aussi à l'idée qu'on se fait, en recherche, on travaille beaucoup en équipe. Vous allez aussi acquérir des compétences en interdisciplinarité, en interculturalité. Donc, vous avez un sujet qui est très pointu, mais qui peut être aussi interdisciplinaire, où vous allez aussi avoir à interagir avec des experts, des chercheurs de différents domaines. Donc de différents domaines et de différents pays éventuellement. Donc ça, vous pouvez avoir un sujet de recherche qui fait partie d'un projet dans lequel il y a plusieurs chercheurs de pays différents qui sont impliqués. Donc ça, c'est forcément, vous allez avoir un réseau international, vous allez avoir à interagir avec des cultures différentes et des façons de travailler différentes. Mais peu importe la recherche que vous faites, vous allez être dans une communauté internationale, puisque les travaux de recherche, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, vous allez aussi avoir à comprendre ce que font les autres avec des cultures et des disciplines qui peuvent être les proches des vôtres, mais aussi un peu différentes et qui vont pouvoir vous inspirer et vous aider dans vos travaux. Et puis, dernier point, une compétence qu'on oublie souvent, mais qui est à mon avis très importante, donc je l'ai mis en dernier, mais ce n'est pas forcément la moins importante, c'est la capacité à savoir gérer l'incertain et le changement. Quand on fait une thèse, on n'est pas sûr d'arriver au résultat, on a un sujet de thèse, mais on essaye de creuser, de comprendre ce qui va, les mécanismes qu'il y a dans notre sujet, de vraiment approfondir tout ce domaine-là, mais on n'est pas sûr d'arriver à une solution, de savoir répondre clairement à la question qu'on s'est posée. On va peut-être changer un peu de question de thèse pendant les 3 années. Et donc, on a une grande part aussi d'incertain. Et donc, voilà, c'est une compétence que vous allez acquérir, c'est savoir gérer ça, savoir le rendre de moins en moins incertain, savoir évaluer les risques. On est parti dans un chemin et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne va pas aboutir, donc essayer d'infléchir les choses et de trouver une autre façon de résoudre le problème qu'on s'est posé. Il faut être flexible, s'adapter. Ça aussi, c'est très important justement pour ce changement qui peut intervenir pour une raison ou pour une autre et pour cet incertain qui est inhérent aux travaux de recherche.
Et puis, on travaille beaucoup dans un environnement qui est très changeant, complexe et compétitif, parce que vous êtes dans une communauté. Alors, on n'est pas tous en compétition comme ça tous les jours. On ne se dit pas, je vais aller plus vite que les autres. Mais il y a un peu ça aussi. On travaille sur un sujet où vous n'êtes pas seul dans le monde, où c'est très rare à travailler sur ce sujet-là. Et donc, il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi qui vont développer des idées de ce même ordre-là. Et donc, il faut savoir gérer aussi cette compétitivité, entre guillemets. Donc, je passe maintenant à la troisième idée reçue. J'entends souvent, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus de faire un doctorat si je suis déjà ingénieur? Alors, c'est vrai qu'en France, le diplôme d'ingénieur est très reconnu, très valorisé, notamment dans le secteur industriel. Donc ça, c'est vrai, hein, je ne retire rien du tout au diplôme d'ingénieur. Mais la formation d'ingénieur, initialement, elle n'a pas vocation à former des chercheurs, même si on retrouve quand même beaucoup d'ingénieurs dans des secteurs de recherche et développement en entreprise. Et même si dans la formation d'ingénieur, maintenant, il y a des compétences recherche qui sont identifiées, ce n'est pas le cœur de la formation. Donc la formation doctorale, elle permet vraiment d'acquérir cette posture de chercheur, justement en apprenant les méthodes et les démarches utilisées en recherche. Et puis pour certains postes, le diplôme de docteur va être requis. Si vous n'êtes pas docteur, même si vous êtes un très bon ingénieur et que vous savez faire de la recherche, on recherche un docteur, et ça c'est vrai notamment à l'international. Donc ça peut être bloquant, j'ai vu certaines situations où c'était bloquant de ne pas être docteur. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a certains domaines, on peut prendre un ingénieur ou un docteur sur certains postes, mais des fois on demande vraiment d'avoir quelqu'un qui est passé par la recherche et qui a ce titre de docteur. Donc justement, les débouchés pour lesquels vous serez formé, donc je reviens sur ces compétences en fait et ces capacités qu'ont acquis les docteurs pendant leurs travaux de doctorat. Donc, ils savent dépasser les limites de la connaissance, ça c'est ce qui caractérise un docteur. Il sait se remettre en question aussi. Rien n'est jamais sûr et on n'a jamais une solution qui est fermée, qui est finie, etc. On peut toujours aller améliorer les choses ou chercher sur une autre voie quelque chose qui n'était pas possible à un moment donné. Avec des progrès technologiques, on va pouvoir aller plus loin. Donc, on se remet en question, on cherche toujours à aller plus loin, on sait donc s'adapter au changement, je viens d'en parler. On a aussi une capacité d'auto-formation quand on est docteur. Si on n'a pas appris quelque chose en cours, et ben ça fait rien. Si on en a besoin pour aller plus loin, et ben on va aller s'auto-former, on va lire des articles, on va suivre des MOOC, voilà, pour avoir une base. Et puis après, on va lire des articles d'autres personnes dans le monde. Et puis, donc, on travaille dans un environnement international. Donc, toutes ces compétences, toutes ces capacités, je ne suis pas en train de dire que seuls les docteurs les ont, hein, des ingénieurs peuvent les avoir, mais c'est typiquement des compétences qu'on va retrouver chez les docteurs. Et donc, tout ça, ça peut vous mener à travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé, donc forcément en tant que cadre. Donc, dans le secteur public, on pense souvent au travail d'enseignant-chercheur. Donc, vous commencez en étant maître de conférence et ensuite professeur des universités, mais vous pouvez être aussi enseignant-chercheur contractuel. Il y en a de plus en plus dans les établissements. Vous pouvez être aussi uniquement chercheur, donc chargé de recherche ou directeur de recherche, donc dans différents organismes. Par exemple, le CNRS, l'INRIA, le CEA. Ou alors ingénieur de recherche, donc en université, en école d'ingénieur ou encore dans les organismes que j'ai cités plus haut. Et puis, vous pouvez avoir des postes de cadre dans une collectivité, dans un ministère, dans un établissement d'enseignants supérieurs. Voilà, donc ce n'est pas des listes exhaustives, hein, ce que je vous donne, mais voilà, on peut avoir différents métiers. Et puis, dans le secteur privé, bah, vous pouvez rester sur votre expertise que vous avez acquise dans votre domaine pendant votre thèse en étant consultant ou expert. Vous pouvez être d'une manière générale, donc on a ce titre d'ingénieur qui est très fort en France. Donc ingénieur en recherche et développement, mais en étant docteur. Vous pouvez être responsable d'un pôle de recherche, d'un pôle d'innovation, d'un laboratoire industriel, directeur de projet. Voilà, c'est des titres qu'on peut retrouver dans le domaine industriel. Là encore, la liste n'est pas finie, hein, c'est sûr. Il y a encore plein d'autres métiers auxquels vous pourrez postuler.
Et puis, ce qu'il faut bien connaître, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la reconnaissance du diplôme de doctorat à l'international. Donc en France, c'est moins prononcé pour l'instant, c'est en train d'évoluer, mais le diplôme de doctorat, c'est vraiment le diplôme de plus haut niveau qui est reconnu au niveau international. Donc ça, c'est intéressant si vous souhaitez travailler à l'international, savoir que vous aurez le plus haut diplôme reconnu. Mais c'est aussi intéressant si vous voulez travailler en France et si l'entreprise à laquelle vous postulez, par exemple, pour parler d'une entreprise, elle a des collaborations avec l'international et qu'en face, vous avez des discussions, des négociations, des projets qui se montent avec des docteurs dans le pays étranger, eh ben, c'est toujours intéressant pour les entreprises en France d'avoir des docteurs aussi dans les discussions. Ils auront un langage commun, en fait, avec ces approches de recherche qu'ils ont acquises pendant le doctorat. Et donc, même en France, ça peut être important d'avoir un doctorat. Alors, pour avoir un peu plus d'informations sur les débouchés, vous pouvez vous référer au site du réseau des écoles doctorales et en sciences pour l'ingénieur, donc qui a différents sites qui vont vous donner différentes informations que vous pourrez retrouver aussi sur le réseau LinkedIn. Donc là, je vous ai mis un écran aussi, par exemple, où vous avez une liste d'emplois enfin une liste d'entreprises et d'emplois de personnes qui ont un doctorat. Donc là, c'est réparti par secteur. Donc vous avez des docteurs en physique. Donc c'est plutôt ces emplois-là, c'est plutôt dans l'industrie. Hein. Donc dans le domaine de l'optonique, la photonique, pardon, la chimie, le numérique, etc. Vous avez un classement aussi par grandes entreprises qui accueillent des docteurs. Donc, si vous allez creuser sur ce site, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de docteurs en entreprise et vous verrez un petit peu les profils, les métiers qu'ils ont finalement en entreprise. Donc, il me semble que maintenant, c'est l'heure d'un second sondage. Merci beaucoup, Madame Prel. Oui, effectivement, c'est le moment de faire un deuxième sondage. Donc, je vais le lancer tout de suite. Voilà. Maintenant, tous les participantes et participants devraient voir le sondage sur leur écran. Je vois que vous avez commencé à voter. Merci. Et j'attends que le taux de vote se stabilise avant de partager avec vous les résultats du sondage. Je vois qu'on a déjà une petite majorité. Je ne vous spoile pas, je vous partagerai les résultats juste après. Et ça se stabilise, très bien, je partage les résultats. Donc on a une majorité de personnes qui ont répondu j'hésite encore, 57%, 37% ont répondu oui, donc il et elle envisagent bien de faire un doctorat, 4% non, 2% je suis déjà engagée dans un doctorat. C'était ça leur réponse. Voilà, donc nous avons une petite tendance, on va dire. Donc une petite majorité pour les j'hésite encore. Bon, alors, je vais essayer de vous convaincre, du coup. C'est ce que j'allais dire, merci. Donc, justement, je vais continuer sur les modalités de réalisation d'un doctorat. Donc, on va aller du début à la fin du doctorat pour que vous sachiez un petit peu plus comment ça se passe dans la réalité. Donc, on part de l'inscription en doctorat. Donc, ce qu'il faut savoir, donc je vous ai dit que quand vous étiez doctorant, vous êtes bien étudiant et donc pour ça, vous êtes inscrit dans une école doctorale qui est l'organe en fait qui gère les doctorants dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc ces écoles doctorales, elles sont accréditées par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc la procédure d'inscription va dépendre d'une école doctorale à l'autre, mais globalement, le candidat va postuler sur un sujet de thèse qui va être porté par un directeur de thèse. Donc en général, il peut y avoir des concours dans les écoles doctorales, mais il y a certaines écoles doctorales où ça ne marche pas sous forme de concours. En tout cas, il faut postuler sur un sujet qui est porté par un directeur de thèse. Ensuite, l'école doctorale va vérifier les critères nécessaires à l'admission à doctorat, à savoir le diplôme d'entrée, le niveau d'anglais éventuellement, s'il y a un financement disponible pour 3 ans, puisque je vous ai dit que
le doctorant a été financé pour 3 ans. Et puis ensuite, il va y avoir un ou des entretiens. Donc là, ça varie selon les écoles doctorales, avec le directeur de thèse, avec un jury d'admission, avec l'école doctorale. Et ce qu'on regarde, c'est la motivation, les compétences scientifiques avec les résultats académiques, l'aptitude à la recherche, etc. Donc il y a différents critères qui sont assez classiques. Hein. Et ensuite, on va rendre un avis qui va autoriser l'inscription ou non. Donc voilà, donc on va supposer que vous avez eu un avis positif. Donc là, la durée du doctorat, c'est 3 ans. Donc ça, c'est présent dans l'arrêté national. En France, c'est 3 ans, c'est pas le cas partout. Et ça, c'est 3 ans quand on fait un doctorat à temps plein. Donc on a la possibilité aussi, j'en parlerai après, de faire un doctorat à temps partiel. Donc dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 6 ans. Donc ça dépend, on adapte son temps. Si on travaille à côté, on va pouvoir faire le doctorat en plus longtemps, ce qui est normal. Et quand est-ce qu'on débute un doctorat? Alors en France, on peut généralement s'inscrire toute l'année. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en général, on a le gros des nouveaux doctorants qui arrivent au mois d'octobre, donc en début d'année universitaire. Mais suivant le type de doctorat qu'on fait, suivant le financement qu'on a, on peut s'inscrire finalement toute l'année. Justement, le financement, alors il y a plusieurs façons, il y a plusieurs types de financement. Donc là, je vais essayer, je ne sais pas si c'est exhaustif, mais en tout cas, je pense que j'en ai recensé la grande majorité. Donc on peut avoir un contrat, de travail. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut souvent avoir un contrat de travail. Donc le premier des contrats de travail qu'on peut avoir, c'est le contrat doctoral. Donc c'est un contrat de 3 ans. Dans ce cas, le doctorant est un agent contractuel de l'État. Alors, il peut être financé soit par l'établissement dans lequel il est inscrit en thèse sur la masse salariale de l'établissement, donc c'est ce qu'on appelle les allocations MESR ou les allocations ministère, ou ce financement, il peut être issu de la réponse à un appel à projet national ou international, donc un projet ANR, donc de l'Agence nationale de la recherche française, ou un projet européen ou un projet international, peu importe, donc pour lequel un enseignant-chercheur en fait a un financement possible pour un doctorant sur un de ses projets, et donc il va pouvoir le financer par un contrat doctoral. Ou ça peut être aussi issu d'un partenariat avec une autre organisation, donc le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'INRIA, etc. Et donc ce contrat doctoral, il peut être complété par une activité complémentaire. Donc ça, j'en reparlerai plus tard. On peut faire de l'enseignement ou de la vulgarisation ou de l'expertise. Et donc ça va augmenter un petit peu le salaire du doctorant. Donc le salaire minimum actuellement, là pour ceux qui sont en thèse maintenant avec un contrat doctoral, c'est 1 866 € brut par mois. Le ministère est en train d'augmenter au fur et à mesure le financement des doctorants, donc ça va réaugmenter encore, je crois, à l'automne prochain. Donc voilà, on est en train d'augmenter petit à petit ces salaires-là. Et donc si on fait une activité complémentaire, notamment une activité par exemple d'enseignement, qui sont les principales activités complémentaires qu'on a, on peut augmenter à peu près de 200 € net par mois ce financement. Alors, quand le contrat doctoral n'est pas possible, on peut avoir aussi un contrat à durée déterminée de l'établissement dans lequel on est inscrit. Donc dans ce cas-là, alors dans quel cas on est dans cette situation? Quand en fait on a un cofinancement entre un financement par exemple de l'établissement et un cofinancement avec un établissement étranger par exemple, ou un autre établissement français. Des fois on prend deux demi-financements pour en faire un total, et du coup le doctorant va être financé pour moitié par un établissement et pour l'autre par un autre établissement. Donc dans ce cas-là, il va avoir 2 CDD par exemple l'un derrière l'autre. Mais il faut que la totalité fasse 3 ans, mais il ne peut pas avoir un contrat doctoral, c'est forcément 3 ans. Donc on va couper ça en deux. Là, il pourra faire de l'enseignement sous forme de vacation. Donc c'est pas une activité complémentaire, disons que c'est pas un avenant au contrat, c'est en plus, c'est sous forme de vacation. Et donc le salaire minimum, c'est le même que pour le contrat doctoral. Plus, il faut ajouter aussi, donc s'il fait des vacations d'enseignement, il sera aussi payé pour ses enseignements. Un autre type de contrat de travail qu'on peut avoir, c'est un contrat CIF. Donc c'est une convention industrielle de formation par la recherche. Donc comme son nom l'indique, c'est dans ce cas-là, en fait, c'est des tests qui vont se faire en partenariat avec une industrie.
Donc, l'entreprise, elle est subventionnée pardon, par l'État via la NRT, donc l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. Après, il y a une proposition en fait d'un projet en collaboration avec un laboratoire. Donc là, il y a une collaboration, il y a un sujet qui a été proposé, un sujet de thèse qui a été proposé à la NRT en collaboration avec une entreprise avec un laboratoire. Dans ce cas-là, le doctorant va être salarié de l'entreprise, donc il a un contrat de travail de l'entreprise pour effectuer son travail de thèse. Donc, le doctorant va passer une partie de son temps en entreprise et une autre en laboratoire. Donc, les quotités, ça varie d'un projet à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est défini en début de thèse dans le cadre d'une convention entre l'entreprise et l'établissement dans lequel est fait la thèse. Il est possible aussi de faire des vacations d'enseignement si l'employeur du doctorant l'autorise. Et le salaire minimum, c'est vraiment le minimum, là c'est 1 500 €, mais en moyenne on est plutôt à 1 850 €. Donc ça, c'est une possibilité aussi par laquelle vous êtes financé par un contrat de travail. Ensuite, vous pouvez être financé aussi par une bourse. Donc cette fois, une bourse n'est pas un contrat de travail, mais c'est un financement quand même qui est dédié à la thèse. Donc on est dans ce cas-là quand on a un financement par un pays étranger. Donc, par exemple, avec le CSC, le China Scholarship Council avec la Chine, le COFECUB pour le Brésil, etc. Donc, il y a des organismes comme ça qui financent des thèses via des bourses. On peut, quand on est boursier, faire des vacations d'enseignement pour lesquelles on est payé. À chaque fois que je parle de vacations d'enseignement, c'est qu'on est payé pour les faire, hein, bien sûr. Et la rémunération minimum, pardon, ça va dépendre du financeur et de l'école doctorale. En général, les écoles doctorales fixent un seuil minimum qui est celui de l'ordre du contrat doctoral. Donc, c'est ce qui se fait, par exemple, à l'UTC. Donc, on continue sur les modalités de financement des thèses. Donc, on peut avoir une activité salariée quand on fait un doctorat. Donc, cette fois, c'est une personne qui est en poste dans une entreprise et qui souhaite faire un doctorat. Donc, elle va rester salariée de son entreprise. Elle est salariée pour faire son travail de tous les jours. Hein. Si c'est un ingénieur, par exemple, il va faire le travail d'ingénieur. Mais l'entreprise va lui dégager du temps pour qu'il puisse faire sa thèse en parallèle. Donc, ça peut être le doctorant, là, ça peut être un salarié d'une entreprise, mais ça peut être aussi un salarié d'un établissement d'enseignement supérieur, hein, par exemple. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une montée en compétences pour la personne qui fait son doctorat, mais ça peut être intéressant aussi pour l'entreprise qui veut le faire monter, monter dans l'entreprise, lui faire prendre des responsabilités autres. Donc, voilà, souvent, c'est un accord entre la personne salariée et l'entreprise. Et donc, ces thèses-là, comme la personne ne peut pas y consacrer 100% de son temps, elles sont généralement réalisées à temps partiel. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut monter jusqu'à 6 ans de thèse dans ce cas-là, pour une thèse qui se ferait à 50% de son temps. Et puis, il y a une dernière façon aussi de faire une thèse, de financer une thèse, c'est de faire, alors c'est pas de financer vraiment, vous allez voir, parce que c'est le doctorant là qui va financer, c'est de faire un doctorat par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant qu'on peut obtenir un diplôme d'ingénieur ou de master par la voie de la VAE, mais on peut aussi, depuis quelque temps, obtenir un doctorat. Donc, d'une manière générale, une VAE, ça permet à toute personne de faire reconnaître officiellement ses compétences. Donc, ici, des compétences de recherche par l'obtention d'un diplôme ou d'un titre. Donc, là, ça s'adresserait particulièrement, par exemple, à des ingénieurs en entreprise qui feraient tous les jours un travail de recherche, mais qui ne sont pas docteurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut très bien faire de la recherche sans être docteur. Donc ça peut les intéresser de devenir docteur, donc de valider ces compétences de recherche qu'ils ont acquises en entreprise ou dans l'endroit où ils sont salariés. Ou bien ça peut être des personnes aussi en recherche d'emploi qui ont déjà réalisé en entreprise, par exemple, des activités de recherche et qui veulent faire valoir en fait ces activités de recherche, qui veulent faire reconnaître ces compétences qu'ils ont acquises. Donc dans ce cas-là, vous allez déposer un dossier, vous devez passer par une commission de recevabilité dans l'établissement que vous avez choisi. On va vous dire si vous êtes recevable, si vous pouvez entrer dans ce processus de doctorat par la voie de la VAE. Et ensuite, vous allez avoir à rédiger un mémoire de VAE
pour lequel vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de l'établissement qui vous a inscrit. Donc là, il ne faut pas croire que c'est un processus qui est très rapide. Hein. Ça prend en moyenne, on va dire 2 ans, en tout cas à l'UTC, c'est ce qu'on observe. Donc c'est pas un travail à négliger. C'est pas un manuscrit de thèse classique, mais il y a un travail important pour mettre en forme un petit peu toutes ces compétences de recherche qui ont été acquises. Et ensuite, ça se termine par une soutenance devant un jury. Après la validation la lecture du rapport par deux rapporteurs. Et donc, vous pouvez ensuite être autorisé à soutenir et vous obtenez le diplôme de doctorat par la VE, mais qui est le même que le diplôme que vous obtenez par une voie plus classique. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'obtenir un doctorat. Je continue sur les idées reçues. On entend parfois, j'hésite à faire un doctorat parce que j'ai peur d'avoir à travailler seule et à passer 100% de mon temps sur un sujet de recherche. Et quand je dis 100% de mon temps, c'est jour et nuit. Alors, c'est vrai que quand on est doctorant, on va avoir à s'approprier son propre sujet de recherche. Hein. C'est bien, chacun a un sujet de recherche personnel. On va s'impliquer énormément pour le faire avancer. Ça, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de travail quand on fait un doctorat. Mais vous n'êtes pas tout seul. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait dans une équipe de recherche, dans un laboratoire. Vous êtes sous la supervision d'un directeur de thèse ou de 2 co-directeurs pour vos travaux. Ces directeurs-là, ils sont là pour vous soutenir, pour vous conseiller. N'oubliez pas que c'est une formation à la recherche et par la recherche. Donc, vous êtes aussi en formation, même si vous êtes un professionnel, vous avez une activité professionnelle, vous êtes aussi en formation. Donc là, vous avez un directeur de recherche pour vous guider, pour vous aider, pour voilà, vous orienter. Et puis, pour ceux qui ont peur de faire ça à 100% que ça pendant 3 ans, c'est pas vrai en fait. Pendant que vous faites vos travaux de recherche, vous avez aussi la possibilité de vous former. Dans l'arrêté, c'est bien dit qu'il y a le travail de thèse, le travail de recherche et des formations complémentaires. Donc, il y a des formations en plus. Vous allez pouvoir faire de l'enseignement, participer à des conférences, peut-être effectuer un séjour à l'étranger. Et donc, il y a plein d'autres choses que rester assis à sa table à faire ses travaux de recherche. Donc, il faut aussi casser cette idée-là qu'on est à 100% toujours en train de penser à son travail de recherche, même si c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et qu'on s'implique beaucoup sur ces travaux-là. Donc justement, je vais vous parler maintenant de l'encadrement du doctorat et de l'environnement de travail. Donc, vous êtes dans un laboratoire de recherche, donc rattaché à une école doctorale. Vous pouvez aussi être rattaché, alors vous êtes rattaché à un seul laboratoire, mais vous pouvez être aussi associé à un autre laboratoire si vous avez un co-encadrement, par exemple, dans un autre laboratoire ou dans un projet. Vous pouvez être rattaché aussi, lié, enfin, vous pouvez avoir dans votre environnement une entreprise dans le cas d'une thèse CIFRE, par exemple, ou une collaboration industrielle. Pour l'encadrement du doctorat, donc je vous l'ai dit juste avant, vous avez un directeur de thèse ou 2 co-directeurs qui doivent normalement être titulaires de l'HDR, donc qui est l'habilitation à diriger des recherches, et vous pouvez avoir un ou des co-encadrants. Et donc, le co-directeur, ça peut être quelqu'un du même laboratoire que votre directeur de thèse et que votre laboratoire de rattachement, ou alors un co-directeur d'un autre laboratoire en France ou même à l'étranger, dans un autre établissement. Et vous pouvez avoir aussi un co-directeur industriel s'il est docteur, bien sûr, parce qu'au minimum, vos co-directeurs doivent être docteurs. Et puis, vous pouvez aussi faire une thèse dans le cadre d'une co-tutelle. Donc, dans ce cas-là, le doctorant va être inscrit dans 2 établissements, un en France, un à l'étranger. Une co-tutelle, c'est forcément international. Et le doctorant va passer environ la moitié du temps de sa thèse dans chaque établissement. Donc ça, c'est vraiment très formateur, très intéressant. On va apprendre, donc il y a des méthodes de recherche différentes, mais il y a aussi beaucoup d'interculturalité à valoriser. Vous allez avoir un co-directeur dans chaque établissement et vous allez obtenir le diplôme de chaque établissement. Donc vous aurez un diplôme en France et un diplôme en Australie, par exemple, si vous faites une co-tutelle avec l'Australie. Ou alors, parfois, ça peut être un diplôme conjoint entre les 2 établissements. Et donc, à savoir qu'en France, il y a à peu près 10 ou 11% de thèses effectuées dans le cadre d'une co-tutelle.
Alors, les différentes activités, je vous ai dit que vous ne faites pas à 100% vos travaux de recherche, mais quand même, vous avez, dans le cadre de votre thèse de doctorat, donc dans vos travaux de recherche, vous avez un certain nombre d'activités à mener. Donc, il y a tout d'abord la veille scientifique et technologique ou la bibliographie qu'on fait dès le début de la thèse. On en fait beaucoup au début de la thèse, mais après, il faut maintenir ça parce que les travaux avancent un petit peu. Donc, on en fait finalement tout le long de la thèse. Donc ça, c'est pour connaître les travaux existants dans les domaines de la thèse et savoir positionner ces travaux dans ceux de la communauté. Ça, c'est très important. Ensuite, vous faites, vous, vos propres travaux de recherche originaux. Donc, vous avez à répondre à une ou des questions de recherche pour lever un ou des verrous scientifiques ou technologiques. Vous allez avoir des activités expérimentales et ou théoriques. Voilà, ça va dépendre des sujets. Le curseur peut être à différents endroits. Et puis ensuite, vous allez avoir à valoriser vos travaux. Une fois que vous avez obtenu des résultats, que vous avez avancé dans votre démarche, vous allez pouvoir porter ça à la connaissance de la communauté en rédigeant des articles scientifiques, en présentant dans des conférences, en rédigeant des brevets éventuellement. Donc ça, c'est vrai si vous êtes avec une industrie, mais pas forcément. Des fois, on dépose des brevets uniquement pour des recherches plus académiques. Et puis, vous allez pouvoir aussi faire de la vulgarisation. Ça aussi, c'est de la valorisation de vos travaux, de faire des événements de vulgarisation. Et puis, à la fin, vous aurez à rédiger vos manuscrits de thèse en faisant la synthèse de tous vos travaux et en les positionnant par rapport à ce qui se fait ailleurs dans la communauté. Donc ça, c'est la partie travaux de recherche. Vous avez aussi des activités complémentaires que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir suivre des formations complémentaires. Donc, ça dépend des écoles doctorales. En général, on demande 100-120 heures de formation complémentaire. Donc, ça peut être des formations en présentiel ou à distance, des écoles d'été, des séminaires. Voilà. Donc, ça varie un peu d'une école doctorale à l'autre. Il y a une formation qui est obligatoire, c'est une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Et puis sinon, vous allez pouvoir avoir des formations scientifiques, transversales ou linguistiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous prépare après à votre métier que vous aurez une fois que vous serez docteur. Dans les activités complémentaires, vous pouvez avoir des activités rémunérées, donc ce que je vous disais tout à l'heure, des activités d'enseignement. Ça, c'est important si vous souhaitez devenir enseignant-chercheur, mais pas uniquement. Hein. On apprend aussi beaucoup en enseignant aux autres, même si on ne veut pas être enseignant-chercheur. Vous pouvez faire des activités de diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de recherche, et puis des activités d'expertise. Donc ça, vous pouvez faire des activités de veille, par exemple pour une entreprise, ou des études de faisabilité. Voilà, donc ça, c'est des activités pour lesquelles vous pouvez être rémunéré en plus de votre rémunération de doctorant. Vous pouvez faire des séjours à l'international. Donc, quand vous êtes en co-tutelle, c'est obligatoire puisque vous devez passer à peu près la moitié du temps dans chaque établissement. Mais ça peut être des possibilités qui sont identifiées dès le début de la thèse quand vous réalisez votre thèse dans le cadre d'un projet partenarial international, par exemple. Et ça peut être des opportunités qui arrivent aussi pendant la thèse, qui n'étaient pas initialement prévues. Mais si vous avez un projet particulier, vous êtes intéressé, il y a cette possibilité-là. Ou si vous avez rencontré un chercheur d'un autre pays dans une conférence et vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ensemble, et ben, c'est une possibilité aussi qui peut se découvrir pendant la thèse. Et puis, je vous engage aussi fortement, si vous êtes doctorant, à participer à la vie de la communauté. Donc, il y a des associations de doctorants dans beaucoup d'établissements. Vous participez à des journées de votre laboratoire, de l'école doctorale, à des journées nationales de doctorants dans votre domaine. Vous pouvez participer à l'organisation de congrès qui seraient organisés dans votre établissement. Vous pouvez participer à des concours du type ma thèse en 180 secondes. Voilà, donc il y a plein de choses à faire qui sont très formatrices et qui vous apporteront beaucoup en plus de vos travaux de thèse, de vos travaux scientifiques. Et puis pour terminer, il y a aussi un label qui existe qui s'appelle le label CPE, Compétences pour l'entreprise, de la CDFI, de la Confédération des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Donc ça, c'est principalement destiné aux doctorants qui ne seraient pas en thèse CIFRE, donc qui n'auraient pas un contexte industriel dans leur thèse. Et donc qui voudraient faire reconnaître les compétences qu'ils ont acquises par le milieu industriel. Donc c'est une formation, il y a une formation théorique de 70 heures qui est proposée par les écoles doctorales et qui fait partie des formations proposées par les écoles doctorales, dans lesquelles
il faut valider 8 compétences parmi les 15 identifiées par des industriels, donc qui sont listées dans les compétences pour l'entreprise, là, dans ce label. Et puis, il y a une expérience en entreprise de 30 heures minimum à valider aussi, une immersion en entreprise. Et à la fin, vous obtenez un certificat de parcours que vous pouvez faire valoir à l'issue de votre doctorat. Et ensuite, il y a la partie évaluation aussi du doctorat. Donc, vous êtes évalué. Alors, il ne faut pas croire que vous êtes évalué tout le temps, mais vous avez un comité de scientifique individuel pour chaque doctorant, en fait, qui va suivre le doctorant au fur et à mesure de son doctorat et qui va l'aider, qui va le conseiller, qui va le guider, en fait, pour voir si le doctorat avance à bonne vitesse par rapport aux 3 ans de thèse. Et puis, vous allez avoir en fin de thèse une évaluation de votre manuscrit de thèse qui va être examiné par au moins 2 rapporteurs qui vont vous autoriser ou non à aller jusqu'à la soutenance. Donc, ils vous font connaître leur avis par rapport écrit. Et puis, vous avez peut-être éventuellement des corrections à apporter à votre manuscrit en fonction de ce que diront les rapporteurs. Si vous êtes autorisé à soutenir, donc vous allez soutenir devant un jury qui sera composé au maximum de 8 personnes. Qui sont des enseignants-chercheurs. Vous allez présenter vos travaux à peu près pendant 45 minutes. Alors ça dépend des domaines, mais je pense que c'est une moyenne en général. Vous allez répondre ensuite aux questions des membres du jury. Et donc, à l'issue de cette soutenance, le jury vous décernera le grade de docteur suite à une délibération, s'il estime que vous avez rempli, vous avez les compétences pour être docteur. Et puis, vous aussi, individuellement, vous pouvez aussi participer, par exemple, à des prix de thèse. Donc, il y a des prix de thèse au niveau local, au sein de chaque établissement, mais aussi il y a des prix de thèse au niveau national dans une communauté, des prix de thèse en électronique, en mécanique, etc. Voire, ça existe aussi au niveau international. Donc, voilà, tout ce à quoi vous pourrez participer. Il me semble qu'il y a encore un sondage. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Prel, effectivement. Alors, c'est notre avant-dernier sondage. Nous en avons 4. Ça, c'est le 3e. Je vais le lancer tout de suite. Vous voyez, c'est un peu la suite du 2e. Nous avons voulu avoir une espèce de petit narratif entre nos 4 différents sondages. Donc là, je vois que vous êtes en train de voter. Merci à toutes et à tous. Et vous verrez, le 4e et dernier sondage viendra conclure les précédents. Je suis sûre que vous êtes impatients de découvrir. Alors là, on en est à 82% de vote. J'attends un peu. Ah, je pense que vous avez convaincu des gens, Madame Prel. C'est bien. Je Il me pense. reste encore un petit peu de temps. Alors, Très bien. Ça s'est stabilisé. Je vais fermer le sondage et je vous le partage. Alors, nous avons donc une majorité, 59% de personnes qui ont répondu « je le ferai bientôt », donc ils vont bientôt entamer des démarches pour la thèse. 22% « non, je ne compte pas le faire ». Vous avez encore du travail, Madame Prel. 13% « oui, je cherche activement une thèse » et 6% « oui, et j'ai déjà trouvé une thèse ». Très bien. Très bien. Je vais masquer le sondage et je vous redonne la main, Madame Prel. Très bien. Donc justement, j'en viens un petit peu au côté pratique sur comment on fait pour chercher un sujet de thèse ou un directeur de thèse. Donc là, il faut vraiment que vous soyez proactif. Si vous êtes vraiment intéressé pour faire une thèse, il faut vraiment que vous en soyez convaincu. Et donc, vous pouvez déjà aller chercher au sein de votre établissement. Alors, c'est pas, vous êtes là inscrit, enfin ceux qui sont étudiants dans une école d'ingénieur ou dans une université. Vous n'avez pas une obligation ou un intérêt particulier à faire votre thèse dans votre propre établissement. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui veulent rester dans le même établissement, il y en a qui veulent changer. En tout cas, au sein de votre établissement, vous avez toujours la possibilité de discuter avec vos enseignants, parce que ces enseignants-là, c'est souvent des enseignants-chercheurs, donc ils sont aussi directeurs de thèse, donc ils encadrent des doctorants.
Donc, vous pouvez vous renseigner. En général, on est très content. Moi, quand il y a des étudiants qui viennent me voir parce qu'ils sont intéressés pour faire une thèse, voilà, je suis très contente de leur expliquer ce qu'on fait. Poussez la porte des laboratoires de votre établissement aussi. Hein. Allez par curiosité. Dans certains établissements, c'est assez compartimenté. Donc, renseignez-vous, allez voir voilà, vos enseignants, demandez-leur de visiter les plateformes expérimentales, par exemple, de leur montrer, demandez-leur qu'ils vous montrent les travaux qu'ils font. Vous pouvez prendre contact avec l'école doctorale de votre établissement aussi. On est là pour ça, pour vous conseiller. Et puis, discuter avec les doctorants de votre établissement. Vous pouvez les rencontrer dans des associations, par exemple, ou vous les rencontrez aussi en TD et en TP, puisqu'ils font de l'enseignement. Donc, souvent, ils enseignent pour des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Donc, allez discuter avec eux spontanément. Ils seront aussi très contents de vous expliquer au jour le jour ce qu'ils font. Et puis participer à des projets qui sont proposés par les laboratoires. Donc, dans certains cours, des fois, il y a des choses qui se font au sein des laboratoires. Donc, pour rentrer un petit peu dans les laboratoires et voir ce que c'est que la vie de chercheur. Donc, ça, c'est les premiers pas si vous voulez vous renseigner. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver un sujet de thèse? Donc, il y a les sites web des établissements ou des écoles doctorales sur lesquels on liste les sujets qui sont disponibles. Sur les réseaux sociaux professionnels, donc par exemple sur LinkedIn, mais sur d'autres aussi. Et puis, il y a des plateformes dédiées, dont je vais vous parler par la suite. Donc, la plateforme, le site du REDOC, du réseau des écoles doctorales en sciences pour l'ingénieur. Donc, vous trouvez ma thèse en sciences pour l'ingénieur. Le site de l'ABG, de la NRT pour les thèses CIFRE et puis Euraccess. Donc là, je vous ai mis des vues d'écran en fait. Donc, le site Trouver ma thèse en sciences pour l'ingénieur, donc du réseau des écoles doctorales en sciences pour l'ingénieur. Donc là aussi, vous avez trouvé ma thèse d'une manière générale en sciences pour l'ingénieur, mais aussi en génie des procédés, en électronique. Donc vous allez avoir un lien vers les différentes écoles doctorales, les différents sujets que vous pouvez trouver. Donc ça peut être une aide. Vous avez aussi pour rechercher un sujet, donc plutôt à l'échelle nationale, le site de l'association Bernard Grégory, où on envoie, les écoles doctorales envoient leurs sujets aussi sur ces sites-là. Donc vous allez avoir un certain recoupement, hein, vous allez voir dans vos recherches, mais en tout cas c'est une autre porte d'entrée où vous avez plein d'offres de thèses qui sont recensées. Si vous cherchez une thèse CIFRE, donc en relation avec un industriel, le site de la NRT aussi, alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit il y a une entreprise et un établissement qui ont posé un sujet de thèse et qui cherchent encore un candidat, ou alors ça peut se faire en amont. En tout cas, vous aurez beaucoup d'informations sur comment ça se passe une thèse CIFRE. Et puis, si vous cherchez une thèse à l'échelle européenne, il y a le site Euraccess, sur lesquels vous allez aussi retrouver des sujets de thèse des établissements, des écoles doctorales françaises, puisqu'on poste aussi nos sujets de thèse pour rechercher des candidats internationaux. Mais là, si vous voulez chercher une thèse à l'international, vous retrouverez aussi des sujets de thèse déposés par beaucoup d'établissements européens. Donc voilà, ça c'est des portes d'entrée que vous pouvez avoir. Et donc, on en vient au dernier sondage. Oui, merci, Madame Prel. C'est le dernier sondage. En effet, je vais le lancer tout de suite. Et donc, c'est sur les différents types de thèses. Donc, ça va surtout être destiné aux personnes qui ont répondu oui, je voudrais faire une thèse. Et même les personnes qui sont déjà engagées dans une démarche de doctorat. Je vois que les votes montent. J'attends encore un peu. Merci à toutes celles et tous ceux qui participent à ces sondages. Ce qui est intéressant, Madame Rell, c'est que je vois qu'il y a déjà qu'il y a quelques personnes qui ont répondu oui pour le VAE. Ah, c'est intéressant aussi. Ouais. Oui, Ça se qui est un développe peu de l'exception. plus en plus. Tout à fait. J'attends encore un tout petit peu et ok, c'est stabilisé. Je vais partager avec vous les réponses. Voilà, donc nous avons 38%
des personnes qui ont participé à ce sondage qui ont répondu oui pour CIFRE, pour les thèses CIFRE, D'accord. 25% dans un laboratoire universitaire, ensuite 19% en co-tutelle, 14% un mix de 2 types de thèses et enfin 4% VAE. D'accord. Voilà. Très intéressant. Je vais masquer le sondage et je vous laisse continuer votre présentation, Madame Donc, je Prélet. reviens, j'ai presque terminé. J'ai dépassé quand même le temps, hein. Donc, dernière idée reçue. J'hésite à faire un doctorat parce que j'ai peur de ne pas avoir le niveau et que ça me demande beaucoup de travail. Donc ça, je l'ai reprise, je l'ai entendu l'année dernière dans le webinaire aussi. Donc, c'est vrai que pour débuter un doctorat, il faut un bon niveau scientifique, sinon vous n'arriverez pas à manipuler les outils scientifiques nécessaires à la recherche. Et donc ça, c'est souvent démontré par des bons résultats académiques, hein. Quand vous donnez vos résultats, on va vous demander vos notes, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est un filtre important et qu'il faut s'impliquer. Donc effectivement, ça demande beaucoup de travail, mais comme je pense dans n'importe quel travail, si on veut des bons résultats. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être très motivé par le travail de recherche. Si vraiment on aime ça, on est fait pour ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut savoir aussi beaucoup communiquer, échanger, parce que vous ne menez pas vos travaux tout seul, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai. Et plus vous arriverez à échanger avec les autres, à partager vos idées, bah, plus vous arriverez à avancer correctement. Voilà, il ne faut pas croire que vous allez rester tout seul et avoir l'idée de génie tout seul. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on travaille à plusieurs. Il faut beaucoup travailler, ça c'est vrai, savoir s'organiser. Et l'année dernière, j'avais eu une question qui me disait, moi je préfère aller travailler directement dans l'entreprise parce que ça me demanderait trop de travail de faire une thèse. Mais je ne pense pas que quand on fait un travail d'ingénieur en entreprise, on ne s'implique pas non plus. Donc voilà, de toute façon, si vous voulez faire bien votre travail, il faudra vous impliquer. Et qu'au final, votre manuscrit de thèse, c'est ce qui va rester physiquement, que les gens pourront consulter. Votre manuscrit de thèse, ça sera le reflet de votre implication. Donc, si vous avez un bon manuscrit de thèse bien complet, avec beaucoup de travaux, beaucoup de résultats, ça sera le reflet de votre implication en thèse aussi. Donc, c'est important, voilà, pour bien faire les choses, de s'impliquer. Et justement, que faire si on hésite, si on n'est pas sûr de savoir si on est fait pour faire une thèse, parce qu'effectivement, c'est un engagement pour 3 ans. Ce que je vous propose, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un master recherche en parallèle de votre dernière année d'études d'ingénieur. Si par exemple, si vous faites des études d'ingénieur, donc comme ça, vous verrez une autre façon d'appréhender la formation et vous serez plus formé pour la recherche. De faire un stage ou un projet de fin d'études dans un laboratoire de recherche. Comme ça, vous serez immergé dans le laboratoire et vous verrez comment on fait de la recherche. Dans beaucoup d'établissements, maintenant, il y a des unités d'enseignement, d'initiation à la recherche ou des parcours recherche ou des projets de recherche à faire pendant vos études. Donc là aussi, c'est un bon moyen de tester si vous aimez faire de la recherche, si vous êtes fait pour ça. Et puis, dans certains établissements, il est possible de suivre un module avant thèse. Donc, c'est le cas, par exemple, à l'UTC. Et donc, c'est des modules aussi qui ont été initiés par l'association Bernard Grégory. Donc ça aussi, on vous fait vous-même réfléchir au fait de est-ce que c'est vraiment une thèse, c'est fait pour moi, est-ce que ça correspond au projet professionnel que j'envisage. Donc voilà, donc ça aussi c'est un bon moyen de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Et donc pour terminer, la trajectoire de la thèse, l'objectif c'est d'obtenir le diplôme de docteur. Je vous ai dit que vous allez avoir, il y a des vérifications du bon avancement de la thèse avec les comités de suivi individuels. Pour arriver à cet objectif, quand on est en début de thèse, et donc arriver à la soutenance et donc au diplôme à la fin, on va faire beaucoup de bibliographie, on va faire les travaux de recherche, on va avoir beaucoup de réunions avec notre directeur de thèse, nos équipes, l'équipe de recherche dans laquelle on va faire des exposés, on va écrire des articles. Donc ça, c'est ce à quoi ce qu'on imagine initialement des travaux de thèse. Mais en fait, finalement, la trajectoire, elle n'est pas si linéaire que ça, la trajectoire de thèse. Et en plus de ces activités-là que vous aurez à faire, vous allez avoir beaucoup d'échanges avec d'autres doctorants, avec d'autres communautés qui vont vous enrichir. Vous allez suivre des formations.
Vous allez vous-même peut-être former des gens en participant à l'enseignement. Vous allez pouvoir faire peut-être un séjour à l'international, participer à un concours et peut-être même le gagner. Vous voyez, c'est quelque chose de très riche, une thèse de doctorat, et c'est beaucoup plus riche que, je pense, qu'on imagine, beaucoup plus formateur et beaucoup plus riche que ce qu'on imagine forcément. Donc voilà, pour savoir plus, vous pouvez aussi vous référer à l'article d'Alain Bamberger, qui est le président du réseau des écoles doctorales et en sciences pour l'ingénieur, donc il avait fait dans le monde des grandes écoles, et donc qui vous recense un petit peu les sites dont je vous ai parlé pour essayer de vous orienter et donc de rechercher les informations pour ceux qui seraient intéressés par une thèse. Et également, il y a deux documents qui sont intéressants. Donc, il y a le guide du doctorat de l'ANDES et du CJC qui donne les bonnes pratiques en doctorat. Donc, ça, c'est intéressant de savoir, parce qu'on entend un peu tout et son contraire sur le doctorat. Donc là, ça va vous donner des informations. Et récemment, il y a le doctorat, une enquête du réseau national des collèges doctoraux qui a sorti un document là début janvier sur le doctorat en France. Et donc, c'est des informations, des sondages qui ont été faits auprès des doctorants, mais aussi auprès des directeurs de thèse. Et ça vous donne plein d'informations, de statistiques sur véritablement ce qu'est le doctorat. Vous pouvez vous y référer. Oups, pardon. Et donc, j'ai terminé ma présentation. J'ai duré beaucoup plus longtemps que prévu. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous ai listé là aussi tous les sites, toutes les associations, toutes les plateformes auxquelles je me suis référée. Alors, je m'excuse, ça ne doit pas être exhaustif, mais en tout cas, c'est les principales que j'ai trouvées. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'information. C'est ce qui est important. Voilà. Merci beaucoup, Madame Prel, pour cette présentation et pour toutes ces informations précieuses. Nous avons beaucoup de questions, donc nous passons dès à présent à la session questions-réponses. Et j'ai passé en revue toutes les questions que nous avons reçues, elles sont toutes très intéressantes. Alors je vous préviens, donc je préviens le public, comme on en a reçu beaucoup, je vais faire dans l'ordre chronologique. Je commence donc par les questions que j'ai reçues en premier et ensuite je vais poser les toutes dernières questions vraiment dans l'ordre de réception. Vous êtes très nombreux avec nous aujourd'hui, donc j'espère qu'on pourra prendre toutes les questions. Je commence. Alors, première question. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut commencer une thèse après avoir travaillé quelques années dans une entreprise? Oui, ça se fait. Oui, oui, ça se fait. On en a de temps en temps qui, à l'issue de leur diplôme d'ingénieur ou de leur master, ont souhaité aller en entreprise. Et puis ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux, ou ils ont, je sais pas, ils ont rencontré d'autres chercheurs et ils ont envie aussi d'emprunter cette voie. Donc oui, ça se fait. Donc il suffit de postuler, là encore, d'aller se renseigner auprès des écoles doctorales, des établissements, de recontacter des anciens professeurs que vous aviez pour en savoir un peu plus. Et puis nous, on va vous orienter. Voilà. Donc après, ce qu'il faut, c'est trouver. Ce qu'il faut, c'est donc faut un candidat, faut un sujet de thèse avec le directeur de thèse qui va avec, et faut un financement. En fait, il faut arriver à trouver ces trois-là. Donc, mais sinon, oui, il n'y a pas d'impossibilité, et on en a qui sont restés 1 ou 2 ans en entreprise et qui reviennent faire une thèse après. Ça existe. Merci Madame Prel. Alors je vous lis la question suivante. Est-ce que lors d'une thèse, nous avons une obligation de résultat? Comme vous nous l'avez dit dans une diapo précédente, du coup, le doctorant n'est pas sûr d'aboutir à quelque chose. Que se passe-t-il alors si, au bout de 3 ans, il arrive à un cul-de-sac? Alors, en général, ça c'est une des difficultés et c'est ce qui met parfois dans l'inconfort les doctorants et les chercheurs. Hein. C'est notre travail, nous, de tous les jours, d'être dans cet inconfort parfois. Euh, Justement, quand on essaye d'approfondir un sujet, on va vers des connaissances qu'on n'a pas encore, des choses qui n'ont pas encore été essayées ou été essayées d'une autre façon. Et donc, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Ça, c'est typiquement le travail du chercheur. C'est pas grave, même des fois, d'avoir un résultat négatif. On a essayé de creuser quelque chose
mais à la limite, on a prouvé que c'est une mauvaise voie, que ça ne peut pas fonctionner, c'est quand même un résultat de recherche. Ça peut être frustrant parce qu'on pensait qu'on allait découvrir un super truc, etc. Mais si on a fermé une voie, c'est pas grave et c'est pas complètement, en général, c'est pas complètement tout négatif. On va pas découvrir ou innover ou avoir voilà, un résultat original d'un coup uniquement avec une expérience. On va y aller progressivement. Donc, on va montrer quelques petites choses. On va voir si ça fonctionne. Si ça commence à donner des résultats, on va essayer d'aller plus loin. Si on voit tout de suite que ça ne marche pas, on va essayer autre chose un petit peu différemment. Donc, on a, enfin, c'est rare, voire jamais, qu'on a rien du tout de rien du tout, en fait. Il faut vraiment y aller progressivement, toujours garder du recul et si on voit que ça n'aboutit pas, ne pas s'obstiner forcément et puis essayer de décaler un petit peu les choses. Donc moi j'ai jamais vu de doctorants qui arrêtent leur thèse pour faute de résultats en fait. Donc on va se donner, il faut se donner les moyens d'avancer, de décaler, de rebondir, voilà, quand ça fonctionne pas comme on l'avait imaginé. Hein. Il n'y a pas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas 100% de chances d'aboutir avec la question qu'on s'est posée au départ. Et après, on va reformuler la question et on va rebondir et on va repartir avec quelque chose d'un peu différent. Donc, il n'y a pas une obligation de résultat. Et encore une fois, quand on arrive à soutenir une thèse, quand on arrive au bout de la thèse, on n'a pas en général totalement répondu. Voilà, en arrivant vers la fin, c'est là qu'on devient expert, qu'on devient spécialiste et on a envie de tester plein d'autres choses, mais on n'a plus le temps. Donc en fait, une thèse, ça pourrait ne jamais s'arrêter finalement. À un moment donné, on s'arrête. Voilà, c'est toujours assez frustrant parce que c'est là qu'on a envie de continuer. On s'arrête et puis après, il y a des pistes pour aller plus loin, mais c'est jamais fini. On n'a jamais totalement répondu à une question. Merci beaucoup, Madame Prel. Alors, question suivante. Je ne suis pas sûre de la comprendre. Je pense que c'était sur une diapo précise. Donc, je vous la lis quand même. Quel est le cadre de collectivité dans un ministère? Ce que c'est les cadres de collectivité dans un ministère, j'ai dit un truc comme ça. On peut travailler, on peut être cadre dans une collectivité ou dans un ministère. C'est plutôt ça que j'ai voulu dire, mais Ah, on peut mettre d'accord. une virgule. Ok. Voilà, quand je dis qu'on peut travailler dans le milieu, dans le secteur public, on peut travailler dans un ministère. Il y a des docteurs qui travaillent dans des ministères ou dans une collectivité, mais c'est pas collectivité dans un ministère. Les deux vont pas ensemble. D'accord, merci pour cette précision. Mais si jamais la personne qui a posé cette question voudrait expliquer ce qu'elle Avoir voulait dire mieux que ça, n'hésitez pas. Je pourrais revenir là-dessus et apporter plus de détails à la question, si nécessaire. Alors, je prends donc la question suivante. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les PhD internationaux, notamment anglo-saxons, et les doctorats français, ou sont-ils strictement équivalents? Question très intéressante. Alors, équivalent. Le diplôme va être le même. Un doctorat, c'est un doctorat à l'international. Voilà, c'est la même chose. Après, on a des pratiques qui sont un peu différentes, mais on fait des thèses en co-tutelle. Hein. Nous, à l'UTC, on a des thèses en co-tutelle avec des établissements au Royaume-Uni et on arrive à faire des travaux de recherche en commun. Donc, au final, ça revient au même. Hein. C'est le même. C'est la même chose. Ils ont aussi des formations à suivre pendant la durée du doctorat. Il y a beaucoup de choses en commun finalement. Donc non, un PhD, c'est la même chose. Après, dans certains pays, ça dure plus ou moins longtemps. Donc il y a des pays où ça peut durer 4 ans ou 5 ans. Voilà. En France, nous, la norme, c'est 3 ans. C'est par arrêté, c'est comme ça. Donc, mais dans certains pays, je pense à l'Allemagne par exemple, où les thèses traditionnellement sont plus longues. À côté, le doctorant, il a aussi une implication plus importante pour s'occuper dans l'établissement. Ils ont une tâche dans l'établissement en fait
dont ils doivent une tâche administrative, par exemple, dont ils doivent s'occuper en même temps que leurs travaux de thèse. Donc, ça explique aussi pourquoi les thèses durent plus longtemps. Donc, il y a ce genre de modalité qui est un petit peu différente, mais en tout cas, sur la finalité, un doctorant, il doit faire un travail de recherche qui est le cœur quand même du doctorat, un travail de recherche original. Il doit faire des publications sur ces travaux-là pour montrer à la communauté ces différents travaux de recherche, ces différents résultats. Ça, c'est commun à tous les docteurs. Et donc, le diplôme, au final, c'est la même chose, hein. Merci Madame Prel. Alors, la question suivante, je ne suis pas sûre qu'on dispose de tous les éléments pour que vous puissiez y répondre. Elle est assez spécifique. Donc, la personne qui la pose, c'est un ingénieur qui travaille donc dans une université comme technicien démonstrateur, et il se demande si, en ayant ce statut-là, est-ce qu'il peut quand même faire une thèse dans le cadre donc d'études de doctorat pour contribuer au laboratoire de génie civil dans son université. Et ben ça, c'est à voir. Alors, je sais pas, je vois pas exactement le poste qu'il a, mais s'il a déjà un bac plus 5, il a ce qu'il faut déjà pour rentrer, pour postuler en doctorat. Après, il faut qu'il ait un directeur de thèse, et puis qu'on lui aménage son emploi du temps pour pouvoir faire les travaux de recherche parallèlement à son travail, parce qu'il ne va pas lâcher son travail de technicien, c'est ça, dans son établissement. Il a dit qu'il est technicien démonstrateur à l'université. C'est potentiellement c'est possible, hein. Nous, on a, par exemple, à l'UTC, on avait quelques enseignants-chercheurs contractuels ou des enseignants contractuels qui avaient été recrutés et qui n'étaient pas docteurs et qui ont passé un doctorat pendant. Donc, il y avait un directeur de thèse de l'UTC qui était financé par leur salaire d'enseignant de l'UTC et qui ont passé un doctorat parallèlement, donc un peu plus de 3 ans en général, parce que voilà, ils ont tout l'enseignement à faire à côté. Et ça se fait en fait. Quand on est personnel d'un établissement et qu'on n'a pas de doctorat, si on a toute la base nécessaire, oui, oui, ça c'est possible. Après, je ne sais pas exactement en quoi consiste son travail, mais c'est pas forcément en lien direct avec son activité de démonstrateur. Là, ça peut être après, il va faire un vrai travail de recherche en fait sur un sujet de recherche défini avec son directeur de thèse. Donc, pour moi, il n'y a pas d'impossibilité. Après, voilà, c'est au cas par cas. Je ne peux pas dire à 100% que c'est possible. D'accord, merci Madame Prel. Alors, question suivante. Est-ce que les doctorats réalisés à l'étranger, entre parenthèses pays membres de l'Union européenne, en laboratoire ou en entreprise, sont reconnus en France de la même manière qu'un doctorat réalisé en France? Bonne question. Oui, oui, oui. Pour moi, un doctorat, en fait, peu importe où il est fait, c'est un doctorat. Donc, ça, c'est justement un diplôme, contrairement au diplôme d'ingénieur, en fait, qui est très français. Qui n'est vraiment reconnu qu'en France. Alors après, les établissements à l'étranger, enfin les établissements, les entreprises par exemple à l'étranger savent ce que c'est qu'un ingénieur français, mais il y a d'autres pays où le diplôme d'ingénieur est moins valorisé déjà que le master. D'accord. Donc alors que ce qui est internationalement reconnu, et notamment dans l'unité, au moins dans l'Union européenne, c'est le niveau bachelor, master et doctorat. Et donc doctorat, tout le monde sait ce que c'est en fait. C'est vraiment un diplôme international. Encore une fois, contrairement au diplôme d'ingénieur. Et c'est pour ça que sur certains postes, ce qui est requis, c'est un diplôme de doctorat et pas un diplôme d'ingénieur. Parce que c'est celui qui est reconnu au niveau international. Donc en France, de la même façon, on reconnaît les diplômes de doctorat étrangers au même titre que les diplômes français. Merci Madame Prel. Alors, question suivante, cette fois sur les activités complémentaires possibles tout en faisant une thèse. Alors, l'activité complémentaire est-elle toujours rémunérée par l'école? Si c'est une vraie activité complémentaire pour laquelle donc ça c'est vrai pour ceux qui ont un contrat doctoral. Les activités complémentaires, elles sont faites pour ceux qui ont des contrats doctoraux.
Ça, c'est un statut qui est reconnu en fait, et on fait un avenant au contrat de travail puisque le doctorant sera payé un peu plus pour ces activités-là. Donc oui, si c'est vraiment une activité complémentaire définie, c'est clairement défini, hein, ce genre d'activité. Donc encore une fois, il peut y en avoir de trois types. Donc de l'enseignement, c'est quand même la grande majorité des activités complémentaires qu'on a, de l'expertise, ou on va dire de la vulgarisation pour aller un peu rapidement. Après, il faut trouver des missions. Donc, il y a des missions d'enseignement, on en a beaucoup dans les établissements puisqu'on a beaucoup d'heures d'enseignement à faire. Mais il peut y avoir aussi des missions d'expertise. Donc, il faut trouver une mission d'expertise avec une entreprise ou une association, une collectivité, ou des missions de vulgarisation. Ça, il y en a beaucoup moins de disponibles. Mais si c'est des vraies activités complémentaires, oui, c'est rémunéré. Merci Madame Prel. Autre question, cette fois sur le sujet de thèse. Peut-on proposer notre propre sujet de thèse, même s'il n'est pas initialement porté par un directeur de thèse ou ne correspond pas exactement au sujet traité par le laboratoire support? Alors, ça, c'est possible. Alors, c'est ce qui se fait beaucoup en sciences humaines, en lettres, etc. Le candidat vient avec son propre sujet de thèse. En sciences pour l'ingénieur, c'est plus rare parce que quand vous êtes financé sur un sujet, c'est que ce sujet a été proposé par un directeur de thèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme en sciences pour l'ingénieur, les thèses sont, donc pas, je ne vais pas dire 100% parce qu'on va peut-être trouver une exception, mais les thèses en sciences pour l'ingénieur sont financées. C'est des thèses en fait pour lesquelles les directeurs de thèse se battent, font des dossiers, font des demandes pour avoir des financements. Faut savoir que c'est compliqué en fait d'avoir un financement de thèse. Et donc, forcément, ces sujets-là, ils sont en lien avec leurs travaux de recherche en général. Ils font partie de projets qu'ils ont déposés, etc. Donc, souvent, en fait, les sujets de thèse sont imposés par les directeurs de thèse. Après, c'est possible qu'il y a un candidat qui a un projet bien défini, qui va en discuter avec quelqu'un qu'il a identifié comme un potentiel directeur de thèse dans un laboratoire, qu'il trouve que le sujet est intéressant, etc., et qu'il décide de le porter, d'avoir un financement. Enfin voilà, ça c'est possible aussi. C'est aussi possible qu'un sujet de thèse, il provienne d'une entreprise, en fait, dans le cadre d'une thèse CIFRE, par exemple. La thématique, elle est apportée par l'entreprise, et ensuite le montage du sujet se fait avec le laboratoire et donc le directeur de thèse identifié. Donc ça vient de l'entreprise. Après, je suis en train de réfléchir, quelqu'un qui ferait une thèse en étant salarié de son entreprise, il peut venir aussi peut-être avec son sujet, un sujet qui intéresserait aussi l'entreprise, et le faire porter, le faire diriger par quelqu'un d'un établissement. Dans ces cas-là, c'est possible. Il faut vraiment voir au cas par cas. La majorité des cas, en fait, les sujets quand même viennent du directeur de thèse. Après, parce que si c'est quelque chose qui est complètement déconnecté des travaux du laboratoire, ça va être difficile en fait de trouver un directeur de thèse qui va bien vouloir encadrer, parce que faire une thèse, ça demande aussi de l'encadrement. Il va vouloir encadrer un sujet qu'il ne connaît pas bien. Donc voilà, c'est pas impossible, mais c'est rare quand même. Merci pour votre réponse, Madame Prel. Alors, question suivante, assez originale. Est-il possible de monter son entreprise en parallèle du doctorat en se servant de sa thèse pour développer l'objet technique de son entreprise? Oui, et ça c'est vraiment, c'est quelque chose aussi qui est possible et qu'on encourage vraiment. Et il y a des dispositifs dans les établissements aussi pour encourager ça, pour aider financièrement à ce genre de choses. Donc oui, ça c'est très possible. Et voilà, donc alors il y a différents dispositifs suivant les établissements. À l'UTC, oui, on encourage ce genre de choses pour parler de ce que je connais, hein, mais je sais que dans d'autres établissements aussi. Donc oui, très bonne idée. Et donc dans ce cas-là, peut-être que le sujet, il peut venir du candidat. Ça c'est possible. Après, il faut trouver le directeur de thèse et l'établissement qui va vous aider à monter ça. Mais oui, il y a des dispositifs qui existent particulièrement pour ça dans certains établissements, et il y a des
des aides aussi qui existent pour pouvoir participer au montage d'une entreprise. Oui. Merci Madame Prel. Alors j'ai là 2 questions qui se suivent, toutes les 2 sur la co-tutelle, donc je vais les combiner. Alors premièrement, est-il possible de faire une co-tutelle tout en suivant en entreprise tout en ouh pardon, tout en travaillant en entreprise? Ensuite, quel est l'intérêt d'effectuer une thèse en co-tutelle et peut-on demander à son école d'effectuer la thèse en co-tutelle ou c'est l'école qui propose le sujet en co-tutelle? Alors, donc là, j'ai déjà oublié la première question. Et c'était pas une très bonne idée de les combiner, j'avoue. Alors est-ce que est-il possible de faire une co-tutelle tout en travaillant en entreprise? Ça, c'était la première question. Alors, oui, c'est possible. Après, c'est pas forcément simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de faire des thèses chiffres internationales. Donc, moi, j'en connais pas beaucoup, mais c'est une possibilité. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site de la NRT. C'est possible si vous avez une thèse chiffre qui est avec un groupe, une entreprise internationale, et que vous avez un laboratoire dans 2 des pays de cette entreprise-là. Oui, c'est possible, ça existe. Donc après, il faut bien gérer tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. Mais voilà, donc ça c'est possible. Après, une thèse, pas dans le cadre d'une cifre, je pense que c'est possible aussi. C'est peut-être plus compliqué parce qu'il va falloir passer du temps dans chaque pays. Donc ça dépend le contexte. Mais oui, il n'y a pas d'interdiction. Hein. En tout cas, c'est possible. Et encore, je vous dis, via le CIFRE, c'est aussi quelque chose qui existe, qui est reconnu. Donc, on peut poser des dossiers dans ce cadre-là. Et puis, la deuxième question, que j'ai déjà oubliée, aussi Oui, sur je les vous la donne tout co-tutelles. de suite. Merci. Alors, quel est l'intérêt d'effectuer une thèse en co-tutelle et peut-on demander à son école d'effectuer la thèse en co-tutelle ou est-ce que c'est l'école qui propose un sujet en co-tutelle? Alors, l'intérêt de faire une thèse en co-tutelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, mais j'étais peut-être un peu vite, c'est d'avoir accès à 2 laboratoires différents. Donc, en général, on demande. C'est plus intéressant si c'est des laboratoires qui sont complémentaires, qui vont avoir des approches complémentaires, 2 directeurs de thèse qui ont des spécialités proches, mais quand même avec des complémentarités, des laboratoires qui ont des matériels différents, des équipements différents. Ça vous permet d'accéder à tout ça en fait au sein de votre doctorat. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez riche, hein, une thèse en co-tutelle. Vous allez aussi apprendre, même si on est tous, je vous ai dit que le doctorat c'était la même chose, ça avait la même valeur dans n'importe quel pays. En fait, on va avoir chacun des approches, il y a un côté culturel aussi, il y a des habitudes différentes, des façons de faire différentes dans chaque pays. Donc ça aussi, d'apprendre c'est comme quand vous faites un double diplôme en fait avec un établissement étranger, vous allez acquérir aussi cette interculturalité qui est très très importante. Donc il y a voilà et puis au final vous pouvez obtenir aussi 2 diplômes de docteur. Donc ça c'est valorisé aussi, c'est intéressant. Ça prouve que vous avez passé assez de temps et que vous avez dans chaque établissement et que vous avez répondu aux critères de chaque établissement en fait. Donc voilà, pour moi, c'est une expérience assez riche, hein, vraiment, de faire une co-tutelle. Après, ça demande de l'organisation, ça demande, voilà, vous êtes dirigé, vous avez la moitié de la direction de la thèse qui n'est pas présente en permanence avec vous, donc il faut beaucoup communiquer. Voilà, ça demande aussi beaucoup de travail, mais à mon avis, c'est très, très riche. Après, la deuxième question, est-ce que c'est à nous de demander de faire un co-tutelle ou est-ce que c'est proposé? En général, c'est proposé, ça va avec le sujet de thèse, puisque les sujets de thèse, ils sont montés par le ou les directeurs de thèse, donc c'est des choses qui existent dès le départ. Après, c'est des choses qui peuvent se discuter à l'avance, mais une co-tutelle, ça se décide dès le début de la thèse. Donc, il faut que ça soit quand même quelque chose qui soit discuté au début. Et puis après, c'est pas toujours possible. Si tous nos doctorants arrivaient disaient je voudrais faire ma thèse en co-tutelle, on n'a pas forcément si le sujet n'a pas été monté comme ça, on n'a pas forcément l'idée d'un co-directeur qui va convenir pour le sujet de thèse, qui va vouloir s'intégrer dans ce sujet de thèse. Donc, en général, c'est prédéfini en amont, ça.
Mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes intéressé quand même par cette expérience à l'international, vous pouvez toujours faire un séjour pendant votre doctorat. Essayer de faire un séjour à l'international dans un laboratoire euh, voilà, à l'étranger qui peut vous aider aussi dans vos travaux de recherche. Vous pouvez aller faire un stage de plusieurs mois. Donc après, c'est quelque chose à monter, à financer, etc. Donc il y a des bourses qu'on peut obtenir. Nous, dans notre école doctorale, on fait un appel régulièrement et on cofinance une partie de ces séjours à l'international pour ceux qui souhaitent le faire, parce qu'on pense que c'est un plus et que c'est une ouverture intéressante. Donc même si ce n'est pas une co-tutelle, si au final vous n'obtenez pas un diplôme supplémentaire, vous pouvez quand même avoir cette expérience à l'étranger. Et là, ce n'est pas forcément prévu initialement depuis le début. Merci beaucoup, Madame Prel. Alors, nous avons reçu deux questions sur la vulgarisation. Alors, je vais les résumer. Dans quel cadre pouvons-nous être amenés à faire de la vulgarisation pendant une thèse et en quoi cela consisterait? Alors, ça peut être ce qui vient classiquement faire de la vulgarisation, il y a tous les ans en fait dans les établissements en France, vous avez l'événement qui s'appelle la fête de la science. Et donc là, vous pouvez organiser des démonstrations, des choses comme ça qui sont en lien avec vos travaux de thèse. Et donc faire ce type d'événement, c'est très important en fait de savoir expliquer ses travaux de recherche, de savoir les expliquer à ses pairs, donc à des gens qui sont aussi scientifiques comme vous, mais aussi de l'expliquer à toute la société en fait. C'est très important pour tout le monde de savoir ce qui se fait en recherche et de savoir l'expliquer avec des mots simples, des mots compréhensibles par tous. Donc, il y a cet événement-là. Après, il y a alors ça dépend des régions, ça dépend des villes, etc. Il y a des clubs qui existent de vulgarisation pour sensibiliser aussi les jeunes à faire des travaux scientifiques, à faire de la recherche éventuellement. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau des écoles, il y a des choses qui se passent au niveau dans des musées, dans des organismes, des choses comme ça. Il y a des postes à prendre ou des missions à prendre dans ces organismes-là pour faire de la vulgarisation scientifique. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la Je, question. je pense que si, je pense qu'il y avait tous les éléments dans votre réponse. Merci beaucoup. Alors, question un peu spécifique. C'est une personne qui nous présente donc son cas, qui nous dit qu'il est, pardon, donc c'est un monsieur, qui nous dit qu'il est salarié depuis 6 ans dans une Ouais. entreprise. En plus du salaire que nous percevons, a-t-on une rémunération en plus et est-ce que l'entreprise peut nous refuser un doctorat? Alors, quand vous êtes salarié de l'entreprise, non, vous n'aurez pas Ah pardon, excusez-moi, non, j'ai mal pardon, excusez-moi, j'ai mal lu la question. En étant donc il dit: «Le doctorat en étant déjà salarié dans une entreprise, donc un doctorat sur 6 ans». Voilà, c'est ce qu'il disait, pardon, excusez-moi. et oui, et c'est quoi la question du Mais coup? sa question, c'est toujours la même. En plus du salaire que nous percevons, a-t-on une rémunération en plus? Et est-ce que Donc l'entreprise peut nous non, refuser le doctorat? non, il y a pas de rémunération en plus. Vous êtes salarié et donc vous gardez votre salaire. Par contre, je pense alors il faut un accord de l'entreprise parce que il va falloir vous dégager du temps quand même pour travailler un peu sur vos travaux. Alors même si vous allez travailler la journée, mais vous allez travailler le soir aussi, je pense, pour faire avancer vos travaux de recherche. Je pense que oui, l'entreprise peut ne pas être d'accord. En tout cas, nous, je parle encore pour mon école doctorale, nous, on demande l'accord de l'entreprise et le fait qu'elle s'engage à vous laisser du temps parce que sinon, c'est ingérable en fait. Donc c'est aussi pour le bien-être du doctorant en fait. Si on le met dans des conditions très difficiles dès le début, c'est insupportable. Et donc après, ça peut se faire, c'est entre 3 et 6 ans, donc ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend des conditions dans lesquelles vous allez pouvoir le réaliser. Donc je ne sais pas si au niveau de l'arrêté, au niveau des textes, c'est une obligation d'avoir l'accord de l'entreprise, mais par contre, je le recommande de toute façon parce que sinon ça va être infernal hein, de mener tout de front.
Voilà. On en a certains qui ont essayé de faire ça même en ayant l'accord et que l'entreprise soit au courant, etc. Et en fait, ils se laissent manger par le travail qu'ils ont. Et s'ils n'arrivent pas à se dégager suffisamment de temps, c'est pas satisfaisant parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avancer. Donc, ça se termine pas bien. Merci Madame Prel. Alors, je vois qu'il est déjà midi. Est-ce qu'on prend encore 3, 4 questions? On va dire Oui, jusqu'à midi 5, enfin, comme vous préférez. oui, 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 Euh, oui. alors, Ok. je vais prendre les questions qu'on n'avait pas du tout abordées du coup. Alors, on a une nouvelle question sur l'activité complémentaire, mais sous un autre angle, on va dire. Ouais. Comment peut se faire l'activité complémentaire d'expertise, entre parenthèses, étude de faisabilité, surtout lorsqu'on est déjà inscrit en thèse? Alors, ça se passe en général, ce genre d'activité, ça vient par les. Alors, il y a différents mécanismes hein, suivant les établissements, mais ça peut venir par les directeurs de thèse qui ont des contacts avec des industries. Il y a aussi des, des comment dire, les organismes autour des établissements en fait qui gèrent les relations industrielles entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises et donc qui peuvent être sollicités par les entreprises. Donc soit le directeur de thèse est sollicité pour faire une étude, on fait appel à son expertise pour faire une veille ou une étude voilà, pour une entreprise. Ou alors c'est directement les entreprises qui sollicitent donc ces organismes qui sont associés aux universités, aux écoles d'ingénieurs pour faire des études particulières. Et donc, le directeur de thèse ou ces organismes peuvent faire appel aux doctorants et leur faire faire ces activités d'expertise. Alors, en général, le doctorant ne va pas être tout seul, hein, il va avoir l'aide de son directeur de thèse ou d'autres personnes dans l'établissement. C'est encadré quand même, on ne laisse pas le doctorant 100% tout seul. Mais voilà, ça se passe comme ça pour ces activités-là. Et ça se fait forcément, c'est une fois qu'il est inscrit. Hein, il n'arrive pas pendant sa thèse, il ne candidate pas à sa thèse avec déjà cette proposition-là. Ça se fait une fois qu'il est inscrit en thèse. Merci Madame Prel. Alors, question suivante, je vous la lis. Je suis en première année d'école d'ingénieur. Je voulais savoir s'il y avait des choses que je pouvais faire pour me préparer à suivre un chemin doctoral ou si cela vient plutôt en deuxième et troisième année. Bah, je pense que plus tôt on se pose la question et plus on va emprunter et on va tester tout ce qu'il faut tester. C'est ce que j'avais mis dans mon dernier transparent, en fait. Donc, suivant les établissements, c'est très varié en fait. Donc, il faut se renseigner dans l'établissement dans lequel vous êtes inscrit. Est-ce qu'il y a des parcours recherche? Est-ce qu'il y a des projets de recherche qui sont faits en partenariat avec des doctorants, avec les laboratoires, etc. C'est vraiment ça, ça dépend des établissements. Plutôt on s'y intéresse, plutôt on rate pas le coche en fait. Voilà. Si c'est une école d'ingénieur, regardez si vous pouvez vous préparer à intégrer un master en dernière année pour faire aussi un peu plus de recherche. Tout ce qui est bon, je pense, à tester, il faut le tester pour être vraiment sûr qu'on est fait pour ça. Parce que là, je vous ai vanté les mérites du doctorat, c'est super, etc. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc, on peut être très déçu, en fait. On s'engage là-dedans. Et si on n'y avait pas bien réfléchi, si on n'était pas bien préparé, si on ne l'avait pas testé à l'avance, ben on peut se rendre compte que ce n'est pas fait pour nous. Donc c'est vraiment une bonne idée de s'y intéresser tôt et de regarder toutes les petites choses qui peuvent se faire dans votre établissement, mais encore une fois, qui peuvent être très variées d'un établissement à l'autre pour tester. Merci Madame Prel. Alors là, j'ai une question, mais je pense que vous avez déjà répondu à... c'est sûr que vous avez répondu à une question similaire. Mais je vais vous la lire quand même. N'est-il pas trop Oui, difficile de s'inscrire pour un doctorat après plusieurs années d'activité professionnelle? Il me semble que vous avez répondu au début de la oui, session de j'ai questions répondu, j'ai réponses. dit que ce n'était pas impossible. Là, Oui. c'est un peu tourné différemment. C'est peut-être plus difficile parce qu'on n'a pas vous n'êtes pas dans comment dire, dans la vague classique où on connaît les étudiants et donc ils ont leurs résultats, etc. On va sûrement vous demander qu'est-ce que vous avez fait entre temps et pourquoi, etc. Vous serez peut-être plus questionné là-dessus. Après, pour moi, c'est vraiment pas un point négatif parce que justement, comme vous avez testé, si vous voulez faire un doctorat, c'est peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous satisfait pas. Et donc ça, c'est une bonne raison, c'est une bonne motivation
Et peut-être qu'on se rend compte qu'on est fait pour faire de la recherche. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça peut être aussi un point positif d'avoir quelqu'un qui est très motivé, qui a une argumentation bien plus convaincante que quelqu'un qui sortirait des fois d'une école d'ingénieur et qui veut faire de la thèse, qui veut faire une thèse, mais qui a peut-être du coup forcément moins testé l'activité d'un ingénieur en entreprise et peut-être il se fait une fausse idée. Alors que là, peut-être que la personne, elle a plus réfléchi, elle est plus motivée. Donc pour moi, c'est pas du tout c'est pas un point bloquant. Après, il faut trouver le bon point d'entrée, le bon financement, etc. Mais nous, on en a à l'école doctorale, mais ça se passe très bien. Hein. Il y a peut-être Merci. plus de maturité même là. D'accord, merci Madame Prel. Alors, la question suivante, ce n'est pas tout à fait une question. Je pensais que ça l'était, mais en fait, c'est plus une remarque. Je suppose que la personne qui l'a écrite voudrait avoir votre opinion là-dessus ou votre ressenti là-dessus. Donc, c'est sur on va dire, les freins qui s'opposent un peu à la recherche et les conditions de travail des doctorants. Donc, je vous la lis. Oui. L'handicap majeur de la recherche est moins dans le manque de moyens, aussi flagrant soit-il, que dans des conditions humaines et relationnelles de travail et dans un environnement peu compatible avec la créativité. Je continue. Le retour de l'autoritarisme, la marginalisation et l'humiliation ont incité le potentiel scientifique à se déployer vers des activités matériellement plus sécurisantes et constituent ainsi la principale menace pour la recherche. Je ferme les guillemets. Je pense que la personne entend que on a A plus une de mauvaise expérience. sécurité en entreprise, oui, qu'en Alors, université alors peut-être. après, alors après, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant de s'engager dans pardon, dans une thèse de doctorat. Il faut vraiment peser le pour et le contre, savoir si on est fait pour ça, pour faire de la recherche. Après, c'est comme dans tout, on peut avoir des bonnes expériences, des mauvaises expériences. C'est très important, peut-être même plus important que le choix du sujet, de savoir avec qui on va travailler, qui va être notre directeur de thèse, savoir ses méthodes de travail, savoir la façon dont il encadre les doctorants. Donc ça, c'est des questions à se poser et à poser au directeur de thèse, le nombre de fois qu'il voit ses doctorants par semaine, par mois, par an, etc. De voir si c'est compatible avec votre façon à vous de travailler. Donc il faut vraiment bien se renseigner là-dessus. C'est vrai qu'on peut tomber, voilà, on a chacun nos façons de. Je ne veux surtout pas vous donner une idée idyllique du doctorat. Comme partout, il y a des thèses, enfin, des encadrements qui ne se passent pas bien, des conditions qui ne sont pas bien réunies, etc. Donc moi, je vous engage fortement à poser ces questions ouvertement quand vous faites des entretiens, quand vous postulez au directeur de thèse, à vous renseigner, à discuter avec les doctorants qui sont encadrés par ce même directeur de thèse pour savoir quel est le ressenti, etc. Donc ça, c'est un point très important. Donc après, on entend des choses, on a l'impression que tous les doctorats se passent comme ça, dans des mauvaises conditions et des choses comme ça. C'est pas du tout le cas. Forcément, c'est comme tout. Hein. Quand on n'est pas content, on veut le faire savoir. Et quand on est content, on ne pense peut-être pas forcément à le dire. Donc, mais c'est un point qui est très, très important. Pour que cette expérience du doctorat soit bien vécue, il faut que tout soit réuni. Et donc, avant de s'engager, il faut bien, bien se renseigner. C'est très important. Merci Madame Prel. Alors, je vois que la même participante qui avait donc écrit cette question nous avait réécrit par la suite pour vous dire merci Madame, votre discours est d'un haut niveau de compétences singulier et très captivant. Voilà, tant mieux. Bon, c'est rougir. Alors, je prends une autre question. Vous aviez un peu évoqué le potentiel d'une première expérience en recherche, et justement, cette question, c'est sur ça. Je vous la lis. Est-ce qu'avoir déjà effectué de la recherche dans son établissement au cours du cycle master, et avoir un papier scientifique à son nom peut être un bon levier pour obtenir une thèse? C'est un point positif. Je ne sais pas si c'est un bon levier, mais au moins ça montre que vous avez déjà fait des travaux de recherche. En fait, un des points qu'on regarde avant pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises pour tout le monde en fait, que ce que je vous disais juste avant, le fait que tout le monde n'est pas fait pour faire de la recherche, c'est vrai, on peut être
un très très bon ingénieur, mais ne pas avoir l'esprit de faire de la recherche. C'est pas grave en soi, mais c'est bien c'est mieux de le savoir avant de commencer son doctorat, puisque si pendant que vous faites vos doctorats, vous dites que vous n'êtes pas fait pour ça et du coup vous allez arrêter, c'est un échec pour vous et c'est un échec aussi pour le directeur de thèse, hein, pour qui le doctorat s'arrête. Donc, j'ai oublié le début de la question, mais je pense que ça allait dans ce sens-là. Oui, Euh, oui, je pense que vous avez répondu dans le il bon faut sens, vraiment, effectivement. donc oui, ce que je disais, d'avoir déjà rédigé ou participé à la rédaction d'un article quand on est en master, oui, ça montre que vous avez déjà fait de la recherche et que vous savez une partie des différentes missions d'un chercheur, notamment d'écrire des articles, etc. Donc, c'est un point positif. Après c'est pas le seul point qu'on regarde, mais c'est un point intéressant. Merci Madame Prel. Alors, autre question, cette fois-ci, on s'intéresse donc au statut requis pour faire une thèse. Donc, cette personne vous demande, est-ce qu'il est vrai que certains établissements n'acceptent pas les étudiants avec un diplôme d'ingénieur car ce n'est pas un diplôme de master? Et comment faire valoir son diplôme d'ingénieur à l'inscription? Alors, oui, c'est vrai. Donc, les établissements ne l'appliquent pas, ça. Alors, c'est vrai que le diplôme d'ingénieur donne le grade de master, mais pour certains établissements, justement, pour minimiser les risques d'arrêt de thèse, les risques d'abandon, on demande cette expérience, cette première sensibilisation à la recherche. Et il y en a certains qui demandent à ce que les doctorants aient fait un master orienté recherche. Donc renseignez-vous, parce que ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Mais oui, dans certains cas. Alors après, voilà, si vous arrivez à montrer que même dans votre formation d'ingénieur, vous avez été sensibilisé, vous avez suivi ce que je vous disais, des parcours recherche, des formations, des projets, des choses comme ça liées à la recherche, vous pouvez peut-être réfléchir ça. Mais il y a certains établissements qui sont catégoriques là-dessus, qui veulent un master recherche. Donc, renseignez-vous, je ne peux pas vous dire plus, ça dépend des établissements. Merci Madame Prel. Alors là, nous avons une question assez spécifique. Donc c'est une personne, une participante qui nous dit qu'elle travaille, donc je suppose à temps plein, vu sa question, et elle nous demande, je voudrais savoir si l'on peut raccourcir la durée d'un doctorat en fonction de l'aptitude du doctorant. Oui, on peut toujours terminer avant. Après, pour que le travail soit vraiment fait, déjà en France, 3 ans, c'est court en fait par rapport à certains autres pays. Donc, on peut toujours raccourcir un peu. Après, oui, il n'y a pas de limite. C'est rare, mais on a des doctorants qui soutiennent avant les 3 ans. Donc, c'est pas impossible. J'étais en train de, de regarder les Oui, questions vous pour m'avez voir dit. si on peut, oui, si on peut peut-être essayer de faire des petites synthèses de questions, parce qu'on en a encore beaucoup. Alors, je vais prendre cette question sur le VAE. C'est, je pense, la seule qu'on a eue sur le VAE. Donc, je vous lis la question. Je suis ingénieur de recherche. Pardon, Oui. excusez-moi, c'est mon écran d'affichage qui bug un peu. Ma fenêtre d'affichage. Ah, c'est bon. Je suis ingénieur de recherche. J'aimerais bien prendre la voie VAE pour valoriser mes acquis et mes compétences de recherche. Est-ce qu'il faut en parallèle s'inscrire dans une école doctorale et poursuivre des formations? Et à qui faut-il déposer le dossier? Y a-t-il une période précise de l'année? Il y a plusieurs questions dans une question apparemment. Oui, Alors, je vais encore avoir une réponse de oui. Peut-être Normand. pour la Donc, première question on déjà. va dire ça dépend. En fait, en général, alors ça, je ne sais pas si c'est une règle, ou si c'est nous ce qu'on s'applique à l'UTC. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, nous, la VAE ne peut pas se faire dans le même établissement où on travaille. Donc, si vous travaillez à l'UTC, par exemple, vous ne pourrez pas faire votre VAE à l'UTC. Il faudra trouver un autre établissement pour faire votre VAE. Après, il n'y a pas de période particulière. Alors, dans certains établissements, vous avez des périodes pour déposer vos dossiers pour la recevabilité, là.
Donc, il y a plusieurs périodes dans l'année en général. Donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de période particulière. Est-ce qu'il y avait encore une question dans la question? Comme il y avait plusieurs. Alors justement, la dernière question dans la question, c'était sur la période, enfin la Ah, période de l'année. Donc je pense que c'est bon, vous avez répondu moi, je là-dessus. pense que ça, c'est assez ouvert. Et oui, pour se renseigner, ça dépend. Vous pouvez toujours vous renseigner auprès des écoles doctorales. Après, elles vous renverront, je pense, vers bon, ça va dépendre des établissements. Chez nous, c'est la formation continue qui s'occupe des VAE en général. Et pour le doctorat, on est en lien avec la formation continue, puisque au final, une fois qu'un doctorant est recruté, qu'il soit en VAE ou pas, il sera inscrit dans notre école doctorale. Donc voilà, la porte d'entrée, ça peut être les écoles doctorales pour vous renseigner un peu comment fonctionne la VAE chez eux. Merci Christine Frel. Alors la prochaine question, c'est sur les stages. On n'avait pas abordé les stages dans les Mhm. questions. Donc la participante nous dit, est-ce que c'est une mauvaise idée d'accepter un stage en start-up plutôt qu'un stage en laboratoire? Est-ce que cela rend plus difficile la probabilité d'être prise par la suite en thèse? Bah, ce qu'il faut, ça dépend ce qu'on fait. En fait, dans une start-up, on peut faire un stage de recherche aussi. Donc, c'est pas bloquant forcément. Après, ce qu'il faut, c'est bien expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Et encore une fois, et je pense que ça dépend des établissements et des écoles doctorales, donc c'est difficile de répondre. Pour moi, c'est pas quelque chose de forcément bloquant. C'est à vous après d'argumenter en disant que si vous avez fait dans votre start-up, si vous avez travaillé sous la responsabilité d'un docteur, par exemple, qui vous encadre sur un sujet de recherche, pour moi, c'est tout à fait légitime. Ça ne me pose pas de problème. Mais ça va dépendre après voilà, des établissements. Je sais pas, il y a peut-être des établissements qui ont des règles plus fermes où il faut faire un stage en laboratoire académique forcément. Parce que vous pouvez faire un stage aussi dans une grande entreprise, dans un laboratoire de recherche d'une grande entreprise. Et pour moi, c'est tout aussi valable. Donc, ça dépend vraiment du sujet, de l'encadrement, de l'approche que vous aurez dans votre sujet. C'est ça qu'il faut mettre en avant, je pense. Merci Madame Prel. Alors, autre question, cette fois sur les évolutions gouvernementales en cours sur le doctorat. Mhm. Donc, cette personne nous dit, vous avez parlé d'évolutions gouvernementales concernant la recherche, notamment sur la question du salaire. Mhm. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces évolutions établies? Bah, à part, pour les doctorants, là, à part qu'il y a une revalorisation du salaire annuel là, pendant plusieurs années, je ne vois pas grand-chose d'autre à dire. Donc ça va dans le bon sens, parce qu'on avait quand même, c'était un des points faibles du doctorat et un des points pour lesquels aussi les élèves ingénieurs notamment ne s'orientaient pas vers le doctorat, c'était mal payé par rapport à ce qu'ils pouvaient atteindre en rentrant directement en entreprise. Là, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc voilà, après, je suis en train de réfléchir. Je ne vois pas d'autres points là à vous donner, d'autres points flagrants sur le doctorat. Voilà, si ce n'est que ça s'améliore. La situation des doctorants s'améliore, donc ce qui est bien. D'accord. Merci Madame Frel. Alors la question sur un point qu'on n'avait pas du tout abordé, il me semble, est-il nécessaire d'avoir réalisé un master dans une université publique ou est-ce qu'avoir un diplôme d'ingénieur d'une école privée est suffisant? C'est un peu entre, enfin c'est un peu le école C'est un privée peu la même versus, réponse. oui, Après, moi, je ne regarde pas public, privé, forcément, si c'est une école qui est reconnue. Et encore une fois, que vous montrez que vous avez eu des activités, des missions de recherche, une sensibilisation à la recherche, pour moi, la porte n'est pas complètement fermée. Il faut vraiment, pour obtenir un doctorat, il faut se battre hein, aussi. Faut aller vraiment montrer que vous êtes motivé. Il faut aller mettre tout ce qu'il faut de votre côté. Donc, ça va, c'est pas, je pense qu'il faut mettre en avant toutes vos activités de recherche que vous avez pu mener. Aussi petites soient-elles, voilà, même si c'est des sensibilisations, que vous essayez de faire le point, la synthèse
toutes les approches que vous avez eues qui peuvent montrer que vous êtes prêt à entamer une thèse. Donc, mais encore une fois, je parle, c'est juste mon point de vue, ça sera pas forcément le point de vue des écoles doctorales. C'est plus facile, en fait, si vous avez fait un master recherche, etc., on sait en gros ce qu'il y a dedans. Donc là, on coche une case, pas les yeux fermés, parce qu'on va regarder les résultats, mais on voit qu'on sait ce qu'il y a là-dedans. Si vous n'avez pas ça, c'est à vous d'argumenter pour vous montrer que vous avez acquis des connaissances et des compétences qui vous permettent de démarrer une thèse. Merci Madame Prel. Alors 2 questions sur la rémunération. Donc je vous les donne. Est-ce qu'en co-tutelle, la rémunération reste la même? Et aussi, est-ce qu'un doctorant en entreprise est rémunéré pareil qu'un ingénieur, en entreprise? Alors, pour la co-tutelle, ça va dépendre. Le financement n'est pas forcément corrélé aux périodes que vous allez passer dans un laboratoire en France là, et puis dans le laboratoire à l'étranger. Vous pouvez avoir un unique financement, par exemple une allocation ministérielle, là, pour faire toute votre thèse, et que vous passiez des périodes en France ou à l'étranger. Mais vous pouvez avoir aussi un cofinancement de chaque établissement. Et là, ça dépend. Soit les établissements seront mis d'accord et donc l'argent va être reversé à un des 2 établissements et vous n'aurez qu'un contrat. Ou alors, ce n'est pas le cas, ce qui n'est pas forcément grave, mais vous allez avoir 2 contrats, un dans un établissement et puis l'autre va prendre la suite après, une fois que vous aurez terminé l'un. Après, voilà, les périodes de financement, elles ne sont pas forcément collées aux périodes dans chaque entreprise. Et puis, vous pouvez avoir, enfin, dans chaque entreprise, dans chaque établissement. Et puis, vous pouvez avoir aussi une moitié de financement qui va être un CDD, par exemple, en France, et puis l'autre financement qui va être une bourse dans l'autre pays. Euh, donc, ce n'est pas forcément la même rémunération, ça dépend du niveau de vie des pays aussi, de la rémunération des doctorants dans ces pays-là. Donc, en France, pour la partie française, c'est les montants que je vous ai donnés là. Et puis, pour le pays, suivant s'il a un niveau de vie plus faible, le financement pourrait être plus faible dans ce pays-là. Donc, c'est très varié. En plus, le développement, les cofinancements se développent beaucoup. Et donc, on a plein de combinaisons possibles. Donc, ça complique aussi beaucoup les choses, mais voilà, ça donne aussi des possibilités supplémentaires. Et puis, il y avait une autre partie de la question que j'ai déjà oubliée. Il y avait la question sur la rémunération des doctorants en entreprise et la rémunération des ingénieurs en Est-ce qu'ils sont entreprise. financés comme les ingénieurs? Oui, J'avoue que oui. je ne sais pas. Je pense que ça se rapproche du salaire d'embauche. Enfin, par exemple, quelqu'un qui commence sa thèse juste après avoir été diplômé ingénieur, je pense que les salaires sont proches. Enfin, c'est la même chose qu'un ingénieur qui démarre, mais je peux pas j'ai pas de certitude là-dessus, je suppose. Merci Madame Prel. Alors je m'excuse par avance auprès des participantes et participants dont on va pas pouvoir reprendre les questions parce qu'il y en a encore beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir posé toutes ces questions. On va juste prendre une toute dernière question. Elle est assez générale pour qu'on conclue, pour qu'on conclue avec. Alors, question plutôt difficile et assez vaste, nous dit la personne qui a écrit cette, cette question, mais qu'est-ce qu'on entend par un bon dossier académique pour faire un doctorat? Est-ce qu'il y a un référentiel pour se comparer comme un GPA minimum, un GPA minimum? Non, non, ça je peux pas vous donner parce que c'est très compliqué de répondre à cette question-là. C'est très difficile d'un établissement, suivant l'établissement dans lequel, donc l'école ou l'université dans laquelle vous allez obtenir vos diplômes, on sait que ce soit en France ou à l'étranger, il y en a certains où les moyennes de notes sont plus hautes que d'autres. Donc si on met une moyenne, je ne sais pas si on disait il faut au minimum, je sais pas, 13 ou 14 pour rentrer en doctorat, et ben, il y en a certains, ils seraient tous au-dessus et d'autres, ils seraient tous en dessous, donc ça ne veut rien dire. Donc on n'a pas de notes ou de GPA. Et les GPA, c'est pareil, hein, que ça soit fait en France ou à l'étranger. Suivant les diplômes, suivant les établissements, on n'a pas du tout les mêmes moyennes. Donc on n'a pas ça. Après, nous, on regarde s'il y a un classement.
on peut regarder le classement. Il y en a pas forcément dans tous les établissements. Après, on compare, on a des habitudes aussi, on connaît certains établissements. Donc, on a des repères par rapport à ça. On regarde, après, tout se fait aussi beaucoup dans l'entretien. Donc, voilà, il faut des bons résultats. Si vous avez, je ne sais pas, 10 ou 11 partout, si on regarde des notes sur 20, si vous avez 10 ou 11 partout, je pense que ce n'est pas un très bon dossier. Après, il faut regarder les cours que vous avez suivis. Si dans les cours, dans les unités d'enseignement qui correspondent au domaine de la thèse, si là vous avez des très bonnes notes, si vous avez des notes un peu plus en dessous dans d'autres, bah, ça sera peut-être moins grave. Donc non, il n'y a pas de GPA minimum, il n'y a pas de référentiel comme ça commun à tous les établissements et même dans chaque établissement, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de choses. Et encore une fois, c'est très difficile de donner une note moyenne. C'est très compliqué. Donc je suis désolée, j'ai pas de réponse. Merci Madame Prel, mais de toute manière, je vois qu'il y a... Alors, pardon, excusez-moi, mais ce sera vraiment la toute dernière question. C'est vraiment la toute dernière parce que je pense qu'elle va intéresser tout le monde. Quelles prétentions salariales pouvons-nous défendre après l'obtention d'un doctorat? Je pense que ça va Mais être variable aussi, c'est sûr. ça aussi, je peux pas vous dire parce que ça va dépendre de votre domaine. Si vous êtes dans le domaine informatique, on sait que actuellement les métiers du numérique, de l'informatique, rémunèrent beaucoup plus que d'autres. Donc c'est difficile. Après, si vous regardez, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. À court terme, c'est pas forcément le plus intéressant, mais à long terme, vous allez pouvoir atteindre peut-être des postes à des niveaux plus élevés. Donc, faut pas, enfin, ça c'est mon point de vue, faut pas regarder que le salaire, c'est important aussi, hein, forcément, mais faut regarder aussi l'intérêt du travail que vous allez faire, quelles sont vos envies en fait, comment vous vous imaginez plus tard dans votre profession, quelles sont vos appétences, etc. Et puis là, vous allez chercher un métier dans lequel vous allez vous éclater, voilà, vous allez prendre du plaisir à travailler. Après, pour les prétentions salariales, enfin, honnêtement, c'est très variable d'une entreprise à une autre, d'un domaine, d'une discipline à une autre. Je ne peux pas vous répondre. Merci beaucoup, Madame Prel, pour votre présentation et pour cette session de questions-réponses qui, au final, je pense, elle a été assez complète. On a un peu fait le tour de tout plein d'interrogations différentes que peuvent se poser les aspirants doctorants et aspirantes doctorantes. Ce que j'invite le public à faire, c'est... Alors, je vous assure, ce webinaire, il sera disponible en replay dans quelques jours et vous recevrez un mail qui vous alertera de sa mise en ligne. Mais ce que je vous invite de faire déjà, c'est de peut-être prendre en photo cette diapo. Là, la diapo que vous présentez, Madame Prel, en ce moment. Avez-vous des questions? Donc, vous voyez, il y a ici tout plein de références très intéressantes, donc des sites web où vous pourrez trouver des réponses supplémentaires. Il y a également l'adresse mail de Madame Prel. Et là, je rebondis à l'une des questions que nous avons eues et que je ne vous avais pas posées, Madame Prel. C'était est-ce qu'il est possible de juste remontrer la diapo où on voit l'article de Monsieur Alain Bamberger? Parce que la personne voulait avoir le lien. Très Voilà. bien. Voilà, donc je vous invite aussi à prendre cette diapo-là en photo. Et d'ici quelques jours, vous aurez de toute manière le replay disponible en ligne sur le site web de Technique de l'ingénieur, mais aussi sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur. Donc voilà, connectez-vous d'ici 4 ou 5 jours et vous allez retrouver le replay. Il y aura également la session questions-réponses dans le replay. Donc merci encore une fois, Madame Prel, pour cette Merci présentation et à vous. pour ce webinaire. Et merci à toutes elles et à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt pour un nouveau webinaire. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée et bon appétit aussi. Les 12h30. Au revoir à Au tous. revoir. Merci, au revoir.